Ok, ah bah bonjour à tous. Premier épisode de cette série que je ne sais absolument pas comment appeler. Je pense que pour le moment il n'y a pas vraiment de nom. En tout cas, l'objectif c'était de faire des interviews avec soit des personnes qui m'ont inspiré dans mes entraînements ou alors tout simplement des rencontres, des personnes avec qui j'ai envie d'échanger. Et du coup, pour le premier épisode, j'ai demandé à Erwan que j'ai rencontré il y a 4-5 mois? 4 5 mois, ouais, je sais pas Quelque chose exactement. comme ça. Et pourquoi en fait est-ce que je t'ai invité? C'est parce que actuellement je trouve qu'on a, enfin peut-être pas actuellement, mais je vois la dynamique dans laquelle tu es au niveau de tes entraînements. Et ça m'a beaucoup fait penser à celle dans laquelle j'étais il y a peut-être maintenant, allez, bientôt 3 ans, même 3 ans. Et voilà, on a déjà échangé plusieurs fois, le feeling passe bien, et du coup, c'est pour cette raison-là principalement que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui sur ce grand podcast interview qui n'existe pas encore. Donc écoute, bienvenue à toi. Mais écoute, ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Et du coup, je pense qu'on va revenir très rapidement sur ce que je viens de raconter. Je pense que ce serait cool pour commencer que tu te présentes brièvement, voilà, qui tu es et ce que tu fais dans tes entraînements, quoi. Ok, bah écoute, donc comme t'as dit, je m'appelle Erwan, j'ai 25 ans maintenant. Je suis pratiquant de calisthénie, souplesse, handstand, donc pour le coup vraiment les mêmes domaines que toi je crois, depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Je m'y suis mis juste après les confinements, ce qui est un peu une décision bizarre. La plupart des gens se sont mis à ça pendant les confinements. Moi, j'ai fait ça juste à la fin du Covid. Et voilà, je me suis lancé là-dedans il y a un peu plus de 2 ans. Je faisais un petit peu d'escalade avant, de l'escalade en salle, ce qui m'avait donné une petite base. Et voilà, je pense que c'est ça pour l'essentiel. Et même si j'ai clairement pas encore un gros niveau ou quoi que ce soit, je me suis décidé là il y a quelques semaines à me lancer sur YouTube aussi. Donc je mets quelques vidéos un petit peu éducatives où je partage des choses, surtout sur ce qui est handstand, puisque c'est, on va dire, ce sur quoi je suis le plus avancé aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour moi. Ok. Et du coup, c'est juste après le confinement que tu as commencé les trois, donc calisthénie, équilibre souplesse, ou la calisthénie t'avais déjà pratiqué un peu avant? Alors, j'avais en soi déjà commencé la calisthénie, si on veut être un peu strict, il y a pas loin de 10 ans. Je sais pas si tu avais entendu parler de la méthode Lafay Ouais. à l'époque. Donc quand j'avais 15-16 ans, quand j'étais, je crois, au lycée, je devais être en première. Comme tout le monde, j'étais là. Je suis plutôt grand et maigre de base. Donc j'étais là, je me disais, oh, il faut absolument que je m'étoffe un petit peu. Enfin, voilà. Considération classique de tout lycéen. Et du coup, je voulais commencer un petit peu la muscu. J'ai entendu parler de cette méthode parce que j'avais un pote qui en faisait. J'ai vu que c'était à la maison sans équipement. Donc je me suis dit, bah très bien. Et du coup, à l'époque, j'avais essayé un petit peu la méthode Lafay. J'avais pas été hyper régulier. J'avais, je crois, fait peut-être 2 mois la première fois et j'avais repris un an plus tard, j'en avais refait 6 mois. Donc j'avais pas réussi à vraiment m'accrocher définitivement au train et à la routine de la calisthénie, mais ça m'avait donné un petit avant-goût. Et voilà, c'est une méthode qui a ses défauts, mais qui se base un petit peu sur les classiques de la calisthénie, des tractions, des dips, des pompes, des choses comme ça. Donc c'était un petit peu mon premier pas là-dedans quand j'avais 15-16 ans. Et après, j'ai complètement arrêté pendant, je pense, 4-5 ans. Donc j'ai eu des études qui m'ont pris beaucoup de temps. Et globalement, j'ai été assez éloigné du sport en général jusqu'à mes 21-22 ans. Et après, j'ai repris un petit peu, donc d'abord l'escalade, comme je disais, parce que j'ai des potes qui en faisaient tout simplement et que ça m'a incité à en faire. Et après, je me suis remis à la calisthénie parce que parmi ces potes qui faisaient de l'escalade, il y en avait un justement qui faisait de la calisthénie, qui faisait des handstands, qui bossait les handstand push-up, des choses comme ça. Et c'est ça qui m'a un petit peu relancé dans le bain, et cette fois-ci pour de bon. Puisque là, depuis 2 ans, maintenant, je suis vraiment bien régulier dans la Mhm. pratique. Bon bah c'est cool. Je pense qu'on va un peu, enfin j'aimerais bien faire le point vraiment sur chaque discipline pour voir c'est quoi tes objectifs, voir un petit peu ta vision dans les trois. Mais moi j'aurais vraiment bien voulu commencer par le fait que là en ce moment, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as délaissé un petit peu, pas vraiment délaissé, mais t'as mis en dernier plan la calisthénie et j'ai l'impression que t'es plutôt en mode je tryhard les équilibres et la souplesse. Alors, il y a un peu de ça. Je vois d'où ça vient, le fait que tu penses ça, parce que c'est vrai que sur Insta, principalement, en fait, je partage surtout du handstand. Mais je reste assez régulier, en fait, en calisthénie. Je suis à 2-3 entraînements semaine en ce moment. Mais c'est vrai que c'est pas mon focus principal. Déjà parce que je m'entraîne pas en salle et que, mine de rien, pour pouvoir faire du lesté, des choses comme ça, là,
pendant l'été, c'est quand même pratique d'être en salle et moi j'ai fait le choix plutôt de pouvoir m'entraîner en extérieur. Donc voilà, je suis naturellement un petit peu limité par ça, mais ça me va bien aussi. Je fais un peu du set and reps, on va dire, et ça me convient bien. Et effectivement, ça me laisse aussi pas mal de temps pour bosser les équilibres, comme tu le dis, qui eux, pour le coup, se prêtent très bien à l'été, à être pratiqués en extérieur un petit peu tout le temps. Donc c'est vrai que j'en fais pas mal, pas autant que je voudrais parce que j'ai un poignet qui me fait un petit peu suer depuis quelques mois et qui revient un petit peu sans cesse, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Et aussi un autre facteur en fait qui fait que je suis pas à 100% focus sur la calisthénie en ce moment, c'est la course à pied aussi. Je me suis mis à pas mal courir cet été et là je vais faire un semi-marathon dans un petit peu plus d'un mois. Et pour le coup c'est pas évident de cumuler course à pied et calisthénie dans la mesure où les deux demandent quand même pas mal d'énergie. Et voilà, j'ai accepté pendant ces quelques mois de pas forcément d'être en pause, mais d'être en progression un peu plus lente sur la calisthénie pour pouvoir me focus un petit peu aussi sur la course à pied. Et après, par contre, là, dans un mois et demi, je salive déjà d'anticipation de pouvoir retourner m'entraîner en intérieur, de retourner faire du lesté. Et cet hiver, pour le coup, ça va être, je pense, un gros tryhard de calisthénie et même muscu de manière générale. Ah, c'est intéressant parce que la prochaine question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que toi, justement, tu gères les trois? Parce que, perso, pendant les 3 années où j'ai fait... pendant les 3 années où je veux dire l'équilibre et la souplesse étaient ma priorité et que j'ai un petit peu délaissé la calisthénie, moi c'est comme ça que je l'explique parce que du coup la calisthénie je faisais au moins 5 entraînements par semaine. Moi je voulais savoir comment est-ce que toi tu gérais un petit peu l'organisation, comment est-ce que tu le ressentais. Et je dis que c'est intéressant parce que du coup tu me dis que tu fais aussi de la course à pied, donc ça rajoute en plus une difficulté. Comment est-ce que tu fais sur ta semaine? Combien de fois tu t'entraînes? Et surtout, en termes de progression, est-ce que tu t'es résigné sur un aspect de ne pas progresser ou justement tu te vois quand même progresser sur les quatre, du coup, sur les 4 aspects? Alors j'ai réussi à progresser sur les 4 aspects jusqu'à très récemment, pendant cet été, parce qu'en gros, en fait, il n'y a pas du temps infini, il n'y a pas des ressources infinies. Hein. C'est le dilemme général quand on essaie d'entraîner plusieurs trucs. Déjà, le premier truc qui aide beaucoup quand même, c'est que ça fait plusieurs années du coup que je m'entraîne et j'ai augmenté petit à petit le volume d'entraînement et je sais qu'aujourd'hui, je peux supporter beaucoup plus de volume d'entraînement et de séances d'entraînement que ce qui était le cas il y a 2 ans par exemple. Il y a 2 ans, je faisais ne serait-ce que 2 séances de calisthénie par semaine, j'étais mort. Donc déjà, rien que le fait d'avoir un petit peu d'expérience, et encore j'ai que 2 ans d'expérience, donc je pense que les personnes qui y sont depuis encore plus longtemps, rien que ça déjà, ça aide à cumuler pas mal d'entraînements différents. Il y a évidemment une question de priorité aussi. La course à pied par exemple, jusqu'à là il y a 2 semaines et jusqu'à ce que je commence à me focaliser sérieusement sur le semi-marathon, je mettais très peu d'efforts dessus, on va dire. Je faisais que du footing lent, je faisais jamais des trucs vraiment fatigants, jamais des intervalles, jamais des courses, des choses comme ça. Donc finalement je courais 3 fois par semaine, je faisais voilà, peut-être 15-20 km par semaine, mais avec très peu de fatigue accumulée. Donc voilà, jouer sur l'intensité de chacune des disciplines, ça aide pas mal. Et vu que je suis toujours très débutant en course à pied, je peux progresser et plutôt vite, même en fait en mettant assez peu d'intensité. Après, il y a forcément, comme tu le dis, un petit peu des compromis. En calisthénie, je faisais quand même du coup 3 fois par semaine. Je faisais vraiment des entraînements hyper basiques, des chin-up, des pike push-up, des pompes. Et j'ai réussi à continuer à progresser un petit peu, mais inévitablement, voilà, j'étais conscient du fait que je progressais moins vite que si je faisais que ça. Et souplesse, pour le coup, c'est là où je suis le plus, on va dire, en maintenance. Et notamment parce que je me suis pas mal blessé en entraînement de souplesse cette année. Et là, du coup, j'ai limite plus trop envie là d'essayer de bourriner, d'aller grappiller à chaque séance le moindre centimètre, d'essayer vraiment de m'arracher sur les étirements. Donc j'y vais un petit peu plus tranquille, à la fois pour que ça me laisse de l'énergie pour les autres disciplines et aussi pour éviter de me reblesser. Et du coup là en souplesse, on va dire que je suis juste en train de progressivement reprendre mon niveau d'il y a quelques mois, notamment sur le pancake qui reste un petit peu mon principal focus. Donc voilà, il y a un petit peu de... Il n'y a pas de truc miracle, et il y a vraiment en gros ajuster le volume et l'intensité de chacune des disciplines et essayer d'être un petit peu réaliste sur les gains qu'on peut faire à droite à gauche, parce qu'effectivement je pense que c'est pas possible d'entraîner les 4 hyper énervés en espérant faire beaucoup de progrès dans les 4. Ça, ce serait un petit peu irréaliste. Et inévitablement aussi le fait que je reste relativement débutant, même si je commence à devenir intermédiaire dans certains des domaines, ça aide et c'est vachement plus simple de progresser un peu partout quand on est débutant que quand on est plus avancé. Ah, moi je me rappelle quand mon problème principal, vu que moi clairement ma priorité numéro 1 c'était l'équilibre, c'était les quilles à un bras, parce que je replante vite fait le contexte. Moi du coup je faisais full calisthénie, donc j'avais été à l'événement du Handstand Factory
je découvre ce monde de l'équilibre façon circassienne et du coup gros dilemme en rentrant parce que je me dis putain mais c'est ça que j'ai envie de faire et je savais pas trop parce que j'étais quand même à fond dans la calisthénie, je venais d'avoir ma planche et du coup j'étais vraiment à fond sur la planche et du coup je me suis dit écoute tant pis là je suis vraiment trop à fond dans le hand balancing. En plus de ça j'avais découvert des méthodes de souplesse. Pour moi il y avait vraiment un nouveau monde qui s'ouvrait à moi et le plus difficile ça a été ok je fais 2 heures d'équilibre par jour ça il n'y a pas de souci mais c'est quoi le volume de renforcement que je peux tolérer pour ne pas me sentir fatigué le lendemain sur mes séances d'équilibre. Et ça a été hyper compliqué parce que j'ai essayé de faire des push-pull 4 fois par semaine, j'ai essayé de faire des full body 3 fois semaine, j'ai essayé de réduire à 2 exercices seulement. Franchement, pendant bien une année, j'ai l'impression que je tâtais différentes choses et que le compromis que j'avais trouvé, c'était 2 fois par semaine, des full body avec voilà, classique, je pense, 4 exos, du dips, du handstand push-up, du tirage et du rowing. Mais du coup, ça a été grosse phase d'acceptation sur ok, bon, bah, je vais arrêter de progresser en calisthénie et c'est plus maintenir la masse ou limiter la casse. Et, euh, et voilà, en tout cas, ça a été surtout ça mon dilemme quand j'étais dans cette période-là. Ouais. Ok, ouais. Je pense que j'en suis pas encore arrivé à ce niveau de tryhard sur les équipes, parce que comme tu dis, ouais, 2 heures par jour, c'est un sacré truc, mais je pense que c'est ce qu'il faut aussi pour l'équilibre à un bras. C'est vrai que j'ai jamais poussé jusqu'à ce niveau-là. En général, je m'entraîne quand même quotidiennement ou bien quasiment quotidiennement pour l'équilibre, mais ça va plus souvent être entre 30 minutes et 1 heure. Et du coup, je sens un petit peu moins l'impact des autres séances. Tu vois, je sais que quand j'ai fait une séance de calisthénie la veille, bon, je vais avoir les épaules un peu fatiguées. Si je bosse tout ce qui est presse, les choses comme ça, je vais un peu le ressentir. Mais du coup, sur ces jours-là, en général, je me dis juste, bah, je fais juste du travail d'équilibre classique, je fais des shapes, je fais des transitions, je fais des trucs comme ça, et en général, ça va. Mais du coup, ouais, peut-être que j'ai pas encore, et je pense que j'ai pas encore atteint ce niveau de volume et d'intensité de travail d'équilibre que toi, t'as vécu pendant ta route vers l'équilibre à un bras. Et peut-être qu'effectivement, j'aurai une sacrée surprise quand je m'y mettrai, on va dire, à ce niveau-là. Ouais, du coup, pour rebondir sur là, on est en train de parler d'équilibre. Comment est-ce que toi, tu décrirais ton niveau, ou plutôt qu'est-ce que tu maîtrises là maintenant, et c'est quoi un peu tes objectifs par rapport à ça? Euh, Bah, sur l'équilibre, bon, je commence à avoir un handstand droit qui est plutôt correct. Mes plus gros holds, alors c'est un truc que je teste pas souvent, mais voilà, j'ai déjà fait plus d'1 minute et j'arrive relativement régulièrement à tenir 30-40 secondes, des choses comme ça. J'ai pas mal bossé les différentes shapes aussi, beaucoup de tuck, beaucoup de straddle, du pike, un petit peu toutes les shapes classiques. Je crois que j'ai une approche qui est plutôt cirque du handstand, ce qui était même pas forcément voulu à la base, mais en fait juste par les influenceurs que j'ai découverts sur les réseaux, les choses comme ça, je me suis orienté un peu vers cette approche-là. Donc voilà, pas mal de travail d'alignement au début. Maintenant, l'alignement, c'est à peu près ok, donc je me focalise un petit peu moins dessus. Mais voilà, une approche assez cirque, du coup, c'est assez rigoureux, c'est un peu moins orienté force que l'approche street workout. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est moins fatigant et qu'on peut en faire plus. Et en ce moment, mes objectifs, bon, j'ai mes presses, j'ai ma straddle press et de temps en temps, sur un bon jour, une pike press depuis quelques mois, mais c'est pas encore hyper régulier. Donc mon gros objectif du moment, c'est de rendre ça plus régulier. Et j'ai l'impression que ça prend du temps parce que je me disais, bon, entre ma première presse et le moment où je serai vraiment à l'aise, allez, il y aura peut-être quoi, 6 mois. Et en fait, 6 mois après, pas du tout, c'est toujours bien la galère. Donc voilà, les presses, c'est un peu le gros focus du moment. Et j'ai toujours dans un coin de la tête, même si je m'y mets pas encore pour l'instant, l'équilibre à un bras qui arrivera, je pense, dans 1 ou 2 ans, je commencerai à le travailler sérieusement. Mais comme tu le dis, je suis assez conscient du fait que ça va demander pas mal de sacrifices à côté. C'est pour ça que je m'y lance pas vraiment pour l'instant. Je préfère petit à petit maîtriser un peu tout ce qu'il y a à maîtriser à deux mains, sachant que j'ai encore pas mal de choses à explorer. Je suis pas du tout allé du côté de tout ce qui est mexicain, du côté de tout ce qui est les flags, toutes ces choses-là. Donc voilà, on va dire que j'explore et je grappille un peu point par point ce qu'il y a à grappiller du côté de l'équilibre à deux mains et j'essaie d'être assez polyvalent là-dessus. Et comment ça se fait alors du coup enfin, comment est-ce que ça s'est passé le moment où tu as découvert un petit peu les équilibres et bah, aujourd'hui où tu as quand même atteint pas mal de trucs stylés. Qu'est-ce qui t'a fait commencer exactement? Bah, du coup, c'était
Je me rappelle assez bien la toute première fois que j'ai réessayé de faire un équilibre. Ça devait être, je pense, en avril ou mai 2021. C'était pendant le dernier confinement ou juste après. Et du coup, c'était le pote dont je te parlais qui fait de l'escalade, de la calisthénie, qui était mon coloc à l'époque. Et lui, du coup, qui s'était remis à bosser ça un peu dans le salon et qui m'a mis au défi, il m'a dit, bah vas-y, voilà, mais essaie de faire un équilibre, on va voir. Donc j'avais essayé ne serait-ce que contre le mur. Je crois que je m'étais explosé la tronche contre le mur. Enfin, quelque chose d'un petit peu vilain. Mais du coup, ça m'avait fait dire, ok, ça peut être marrant de s'entraîner à ça. Et après, quelques semaines après, j'étais tombé sur un tuto d'Eric Flagg, hein, je crois, comme tout bon pratiquant de calisthénie, on est tous tombés sur Eric Flagg à un moment. Et dans mes souvenirs, je crois que c'est ça qui m'avait lancé là-dedans. J'avais trouvé ça cool. Et j'avais à ce moment-là, je crois que j'étais entre la fin de mes études et mon stage de fin d'études, donc j'avais quelques semaines à tuer. J'étais chez mes parents, donc j'allais dans le jardin tenter des équilibres contre le mur, des choses comme ça. Donc je pense que je suis tombé pour le coup dans le liquide de manière assez standard, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui en faisait, j'ai trouvé ça stylé, et après je suis tombé sur un tuto de Eric Flagg, quoi. Ok, et comment est-ce que toi tu t'expliquerais un peu cette pratique? Parce que perso, je la trouve très atypique. Parfois, tu sais, je me pose un peu des questions. Je me dis, putain, mais comment ça se fait que tous les gens qui pratiquent sont quand même hyper mordus par rapport à ça? Et tu sais, parfois, je me pose et je me dis, putain, mais c'est vrai que il y a un aspect un peu méditatif quand même, parce que tu es obligé d'être vraiment plongé dedans à 100%, et sinon, sinon tu fais de la merde. C'est quand même un peu physique. Il y a une partie artistique. Comment est-ce que toi tu le vois comment, et tu l'expliquerais comment à quelqu'un qui a jamais fait ça? Euh, Comme tu le dis, c'est vraiment pas évident. Je suis d'accord avec pour le coup tous les aspects que tu dis. Il y a le côté enfin, cet aspect très pluridisciplinaire, on va dire, où ça mélange pas mal de choses différentes, surtout avec une approche cirque que je trouve très intéressant, qui est moins unidimensionnelle, on va dire, que la calisthénie. J'aime beaucoup le côté méditatif, je pense. Ça, c'est un des trucs que tu as dit et qui me parle le plus. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à garder mon attention fixée sur quelque chose pendant plus de quelques secondes, même quand c'est au travail, sur des choses assez importantes. Et en handstand, pour le coup, t'as pas le choix, en fait. T'es obligé d'être concentré à 100% sur ton équilibre quand tu le fais du début à la fin. Et c'est tellement rare, en fait, je pense, globalement dans la vie, d'avoir des moments où tu passes comme ça, 40, 60 secondes, entièrement focalisé sur une seule chose, avec aucune pensée parasite. Et je pense que ce côté-là méditatif, c'est un truc qui me plaît pas mal. Et un autre truc que j'aime beaucoup dans le handstand, c'est que je pense que c'est une des disciplines, notamment une des disciplines physiques, où l'obsession est la plus récompensée. Alors certes, il y a des gens qui sont très bons de base, où le talent de base joue forcément, mais je pense que c'est une discipline où, presque plus que tout autre, juste le fait d'être quelqu'un d'obsédé, voilà, qui est prêt, d'ultra passionné, qui est prêt à y passer un temps fou, ça marche vraiment dans 99% des cas. Et ça, c'est quelque chose qui est super cool, parce que je suis pas quelqu'un de très sportif de base, et encore moins quelqu'un de doué en sport. J'ai toujours un peu été une quiche avec pas beaucoup de coordination. Mes essais dans les sports de balle ont été absolument désastreux. Et le handstand, j'étais pas bon non plus au début. J'ai mis assez longtemps à avoir mes premiers handstands de 10 secondes. Ça m'a pris 6 mois, je crois. Mais en fait, même si t'es 3 fois moins doué que quelqu'un, si tu t'entraînes 3 fois plus, tu vas finir par être meilleur. Et du coup, là, au bout de 2 ans, c'est cool de voir que juste, à force d'être obsédé, tu peux arriver à des trucs pas dégueux. Et puis c'est encourageant, quoi. Donc ouais, je pense que ces deux côtés-là, le fait d'aimer la pratique de manière intrinsèque pendant la pratique, avec le côté méditatif, et aussi de bien aimer voir en rétrospective les progrès qu'on fait, et le fait que ça soit quelque chose d'assez bête et méchant, où tu travailles, tu as des résultats, c'est deux aspects qui me plaisent beaucoup. À la fois, je trouve ça... Enfin, il y a un aspect un peu... je dirais pas un aspect négatif, mais ouais, il y a quelque chose qui me fait vraiment réfléchir, parce que je me dis, mais ok, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu racontes, mais à la fois, c'est tellement redondant et c'est tellement ingrat, parce qu'il te faut tellement de temps et de pratique pour avoir des résultats. Moi, il y a plein de gars qui me disent, mais non, mais c'est moi, j'y arriverai pas, ça prend trop de temps, machin. Et en fait, je pense que au début, quand tu commences, tu te dis, ok, bon, ça va me prendre du temps. Et en fait, quand tu pratiques, tu te dis, putain, mais ouais, genre, ça prend mais tellement de temps. Après, ça dépend ce que tu veux maîtriser, mais moi, je me dis, mais là, c'est à un moment donné, je me dis, mais c'est interminable, quoi. Je me dis, qu'est-ce que je fais de mal pour progresser aussi lentement, quoi. C'est assez ingrat, j'entendais, je sais plus qui c'était peut-être Michael Christiansen, ou je sais plus, un handbalancer relativement connu, un gars qui fait du cirque, qui disait que c'était peut-être parmi les arts du cirque le plus ingrat, c'est-à-dire celui où tu dois passer le plus de temps pour des résultats le moins impressionnants comparé aux autres domaines, quoi.
Il disait par exemple les acrobates, voilà, tu peux apprendre relativement rapidement, quelques semaines, quelques mois, à faire des flips, diverses figures, des choses comme ça. En handstand, tu passes 5 ans juste pour apprendre à lever une main, pour passer d'un handstand à deux mains, enfin de deux mains à une main, quoi. Et ouais, comme tu dis, il y a un côté très frustrant, et je pense que c'est pour ça que la plupart des personnes qui se lancent dans le handstand juste en mode je veux pouvoir faire des handstands en party trick un peu pour impressionner mes potes, des choses comme ça, bah elles durent très rarement, je pense, dans la discipline, parce que t'es obligé, je pense, d'aimer profondément le fait de t'entraîner et le côté routinier du truc pour continuer, parce que sinon je pense que tu pètes un plomb, quoi. Ouais, bah c'est particulier. Moi, je me rappelle l'anecdote, je la trouve assez drôle maintenant avec le recul, parce que donc il y a c'était fin 2019 quand j'étais à la retraite du Handstand Factory. Du coup, c'était hasard complet parce que j'avais vu passer ça sur Internet. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais. Pour moi, je maîtrisais déjà tout au niveau des équilibres, mais clairement à la façon calisthénie, donc les épaules en avant, que de la force. Et je me suis dit, le dernier truc qui me manque, c'est ça, c'est l'équilibre un bras. Donc je m'inscris à ce truc-là. J'éclate toutes mes économies, mais j'y vais. Et je leur demandais un peu, je dis, ouais, et à ton avis, dans combien de temps est-ce que je l'aurai? Et je me rappelle, il m'a dit, bon, dans 3 ans, peut-être que ça commencera doucement à ressembler à quelque chose. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est impossible. Je dis, c'est impossible, je l'aurai avant. Je lui dis, il doit se tromper. Il sait pas à quel point je peux être impliqué et tout. Et en fait, avec le recul, c'est le temps que ça m'a pris, tu vois. Et c'est ouf parce que j'ai l'impression le temps, t'es obligé de laisser le temps faire les choses, parce que du coup, maintenant, je suis dans une période où je l'entraîne beaucoup moins. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, il est doucement en train de s'installer. Tu vois, avant, j'ai l'impression que je pouvais passer ne serait-ce que 2 jours sans m'entraîner. Je voyais tellement la différence et j'ai l'impression que je perdais des trucs, que je devais me réentraîner X jours d'affilée pour reprendre un peu le fil. Et maintenant, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais après, c'est peut-être aussi parce que, et c'est là-dessus que je voulais en venir, c'est que avec la pratique et avec le temps, j'ai l'impression d'être beaucoup plus détaché du résultat. Et avant, j'y étais tellement accroché, du coup, ça me portait mais tellement de frustration. Si j'étais dans un jour où je m'entraînais mal, mais je pétais les plombs, les gens autour de moi, je leur parlais mal. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis plus en mode, bon, de toute façon, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Parfois, je fais 15-20 minutes, j'arrête et je suis même plus énervé, en fait. Bah ouais, je pense que je vois, il y a quand même quelques personnes, j'ai l'impression, qui ont ce mindset-là en équilibre. J'ai l'impression que c'est rare, mais qu'il y en a quand même quelques-uns, t'en vois sur les réseaux, qui ont un peu ce côté en mode, voilà, je rage quand j'ai une mauvaise session et tout. Mais j'ai l'impression que c'est uniquement les gens genre super talentueux et qui finissent par progresser plutôt vite au bout de quelques semaines, quelques mois. Parce qu'effectivement, bah, je pense que comme tu l'as vécu, quoi, si tu passes 3 ans ou plus à tout le temps rager, et c'est inévitable parce qu'apparemment... je parle pas en connaissance de cause parce que je me suis pas encore lancé dedans, mais il y a tellement de témoignages de gens qui disent qu'effectivement, comme tu dis, quoi, personne ne s'attend à ce que ça prenne aussi longtemps. Je pense que si tu te mets à rager vraiment et accorder beaucoup d'importance à chaque échec, tu dois exploser, quoi. Ouais, puis comme c'est quand même... Après, tu vas me dire, toutes les disciplines, c'est un peu comme ça, mais là, faut vraiment voir, c'est un peu la phrase bateau, mais il faut le voir à long terme. Et c'est vrai que si t'es vénère au moins 2 fois par semaine parce que tu fais des séances de merde, bah, et vu que c'est hyper redondant et que t'es censé faire ça pendant des années, bah, il y a un moment donné où c'est sûr qu'en termes de kiff, ça va baisser et du coup tu termineras par arrêter. Donc il y a même parfois où je me suis imposé des pauses parce que je me dis là, soit je vais arrêter pour de bon tellement je suis dans un mood de merde, soit je décide d'accepter de faire une pause, de régresser un petit peu. Et au final, maintenant, je me laisse vraiment beaucoup porter par ces cycles. Où là, bah, clairement, maintenant que je suis à Toulouse, j'ai la chance de pouvoir participer aux entraînements au cirque. Et du coup, ça s'est arrêté de fin juin, ça reprend seulement début octobre. Il y a juillet, août, il y a 3 gros mois. Et au final, ça m'a fait kiffer de souffler un peu, de faire beaucoup plus de calisthénie. Et là, maintenant, je suis hyper hypé parce que je fais plus que... 4 entraînements, 5 entraînements de 15-20 minutes par semaine, c'est tout ce que je fais actuellement. Et j'ai juste qu'une envie, c'est de reprendre les cours et d'être en mode, ok, beast mode, équilibre, quoi. Puis je sais pas si toi, t'observes ça aussi dans tes différentes disciplines, mais j'ai l'impression que parfois, justement, quand t'as un plateau qui soit forcé par des contraintes extérieures, donc voilà, comme toi, ou juste t'as moins le temps de t'entraîner, ou bien qu'il arrive naturellement dans ton entraînement, au moment où tu sors du plateau, et donc pour toi ça va être ce moment en gros où tu reprends à fond avec le cirque,
j'ai l'impression qu'à chaque fois, genre, t'exploses tout d'un coup, quoi. Tout d'un coup, tu te mets à progresser vachement plus vite et ça fait moi, j'ai observé pas mal ça en calisthénie pour le coup, et ça fait pas mal réfléchir en fait sur les plateaux et la stagnation, et je les vois de moins en moins comme vraiment une période frustrante où tu progresses pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme un truc où tu recharges tes batteries, on va dire, où juste ton corps souffle un peu avant de se préparer à réaccélérer après. Et j'imagine que ça va te faire ça aussi, parce que je voyais en plus sur ton Insta et tout que tu as l'air de quand même progresser un petit peu, en plus toujours dans ton équilibre, même malgré le peu de volume d'entraînement que tu fais en ce moment. Ouais, Donc, franchement, ça m'étonne, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je suis un peu détaché et spectateur de la progression. Tu vois, maintenant, je suis plus, je me considère plus pratiquant de hand balancing. Tu vois, franchement, ces 3 dernières années, je respirais ça, j'étais vraiment à fond. Et j'ai l'impression que plus je m'en détache, et mieux je progresse en fait. Et ouais, c'est vrai que c'est étonnant, mais je continue à faire des progrès, des progrès sur le temps, malgré le peu de volume de pratique. Après, je pense que ça va ça va s'arrêter à un moment donné, hein, parce que sinon ce serait trop simple. Et par rapport aux phases de stagnation, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, il y a quand même une différence entre la calisthénie et les équilibres, parce qu'au niveau des équilibres, il y a vraiment cette composante neuro où tu es obligé de... Tu vois, c'est une nouvelle chose que tu apprends, comme si, je sais pas, tu jouais aux jeux vidéo et tu es obligé de laisser le temps faire les choses pour créer les connexions, etc. Chose qui est aussi vraie en calisthénie, mais il y a beaucoup plus l'aspect force et muscle qui entre en compte. Et du coup, avec les équilles, c'est vrai que parfois, prendre, je sais pas, même 8-10 jours de pause et puis recommencer, parfois, ça y est, ça revient et c'est assez intéressant, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des expériences différentes des différentes personnes là-dessus. Je connais pas mal de gens qui disent que dès qu'ils s'arrêtent, même quand ils prennent un jour de repos d'équilibre, que après ils ont l'impression de... Moi, je sais que Michael Christiansen, tu vois, c'est ça. Dès qu'il prend un jour de repos, il dit « Ah, je sais plus tenir sur mes mains du tout ». D'autres personnes qui, à l'inverse, ça leur fait un bien fou. Comme tu dis, ça les régénère vraiment d'un point de vue neurologique. Peut-être que ça enlève pas mal, je sais pas, de fatigue nerveuse accumulée, des choses comme ça. Ils sont bien meilleurs. Moi, je vois pas trop de différence en général. Souvent, la première séance de reprise est un peu galère, mais après, ça reprend un petit peu son cours. C'est vrai que ça a l'air très individuel comme... Moi, comment est-ce que je l'expérimente? Après, je parle vraiment que pour moi, où j'ai l'impression que du coup, quand j'étais dans ma période tryhard, j'étais vraiment en mode, ok, je dois m'entraîner tous les jours pour être bon dans ce que je fais. Et que du coup, vu que j'étais dans cette dynamique, dès que je m'entraînais pas un jour, j'étais ça y est, je vais avoir ce phénomène que tous les grands ont, je vais plus avoir mes repères, etc. Et à l'inverse, maintenant, j'ai l'impression que ça m'impacte plus du tout. Et si parfois, ça m'arrivait pendant 7 jours, je faisais pas d'équis. Et puis, j'ai bu 2 bières, j'ai essayé un équis. Et en fait, je tiens presque 10 secondes de mon côté fort. Et je suis là, putain, mais c'est incroyable. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comment est-ce que tu te conditionnes. Et c'est... Allez, putain, comment est-ce qu'il s'appelle? Le mec qui est réputé pour le mouvement, etc. Ido Portal. Ido Portal. Qui lui, à l'inverse, il dit « Oh, moi, les équis, je les ai solides un bras. Et franchement, ces techniques, elles sont ouf. » Et le mec, il dit « Moi, je les entraîne pas. Enfin, plus, en tout cas. » Il dit « De toute façon, je sais ce qu'il faut que je fasse. J'ai qu'à me concentrer. Je me mets vraiment dans le flow de l'équilibre. » Et ça m'avait interpellé. Je me dis « Putain, mais c'est bizarre. » Et j'ai plus l'impression que c'est comment est-ce que tu perçois la chose, comment est-ce que tu te conditionnes, qui va avoir aussi un impact sur ce phénomène-là, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il doit y avoir un côté psychologique, même outre l'aspect neuro, qui doit être vachement plus élevé qu'avec la calisthénie ou autre. Mais ouais, c'est vrai que comme tu le dis, moi je pense aussi, je sais pas si tu vois que c'est Yuri Marmerstein, le viking roux un peu, bah pareil, lui il entraîne plus jamais ses équilibres. Là en ce moment il fait beaucoup d'acrobatie, de choses comme ça. Et pareil, de temps en temps sur Instagram, il dit voilà, je tente un équilibre à un bras pour la première fois depuis 6 mois. Et il est toujours absolument impeccable. Et il est là, en fait, il dit ouais, je check juste que je l'ai toujours. Ok, je l'ai toujours. Ouais. Et c'est vrai que tu vois ça, tu te dis putain, c'est assez ouf parce qu'il y a des mecs qui sont monstrueux, qui sont des artistes de cirque et qui disent que s'ils l'entraînent pas 2 jours d'affilée, ils le perdent, quoi. Donc ouais, il y a des approches très différentes et je suis assez d'accord avec toi que je pense que la psyché joue beaucoup plus peut-être que ce qu'on pense là-dessus, surtout pour des gens dont ça devient le métier. Ouais. Et concernant, ça fait 2-3 fois qu'on sort un peu des noms parmi tous les pseudo-influenceurs, les mecs un peu connus. Bon, je pense on va doucement terminer cette parenthèse de l'équilibre, mais pour rester simplement à l'équilibre, c'est qui, toi, les mecs qui t'inspirent le plus ou ceux à qui tu te sens le plus connecté? Alors,
celui à qui je me sens le plus connecté, ça je t'en ai déjà parlé, c'est Tom Merrick pour le coup, donc Bodyweight Warrior, pour ceux qui voient qui c'est sur YouTube, qui est un Britannique, un peu un des pionniers sur YouTube justement de ce combo handstand souplesse calisthénie. Je me sens pas mal connecté à lui parce que en fait déjà physiquement on a pas mal de ressemblances, on est tous les deux un peu des grands, à la base des grands lanky comme ils disent les Anglais, donc un peu minces, un peu désarticulés, qui à la base n'avions pas trop de prédisposition pour ça. Et puis on a une philosophie. Enfin, je revois ces vidéos de ses premières années d'entraînement, ça ressemble pas mal un peu au mindset dans lequel je suis en ce moment. Donc je m'identifie vraiment pas mal à ce gars-là pour le coup. Pas tant sur le côté on va dire esthétique des handstands et tout, parce que c'est pas lui qui a les meilleurs handstands d'un bras, des choses comme ça, mais plus sur l'approche générale de la discipline. Et après, en fait, c'est quand j'ai installé Instagram que j'ai découvert le monde des vrais handbalancers de cirque que je connaissais pas en fait sur YouTube. Moi je suivais que des gens qui faisaient du contenu éducatif, et après je suis arrivé sur Insta et là je suis tombé d'abord sur Yuval Ayalon, qui est un Israélien qui habite en France, qui est un peu un des anciens, des darons du game, qui fait du handstand en cirque depuis plus de 20 ans. D'ailleurs le premier atelier que j'ai fait, le premier stage en présentiel que j'ai fait, c'était avec lui à Marseille là en janvier de cette année. Et lui, il est ultra inspirant parce que déjà, bon, ses équipes sont absolument monumentaux. Le gars est une brute épaisse. Mais en plus, il a maintenant, je crois, 50 ans et il continue de s'entraîner comme un fou. Il est impressionnant, voilà, de longévité, de rigueur et tout. Il a une approche qui est assez complète du handstand et qui je sais pas, qui m'inspire beaucoup. Et très esthétique aussi. Il a vraiment un handstand que je trouve très beau. Et après c'est dur à dire parce qu'il y en a tellement. Et en fait, à chaque fois que je me dis, ouais, ce mec, c'est le boss final du handstand, bah, je tombe sur un autre gars, un autre artiste de cirque qui est encore plus un boss final. Donc, tu vois, je pense à ceux que je considère vraiment comme étant les tout meilleurs au monde, à la fois artistiquement et techniquement. Il y a peut-être Oshir, je sais pas si tu vois qui c'est un artiste de cirque mongol, si je dis pas de bêtises. Donc, Oshir_UB sur Instagram, c'est un gars du Cirque du Soleil qui est complètement hallucinant. Là, tu vas taper dans le haut du panier, ouais. Ouais, bah en fait, tous les gens du Cirque du Soleil, c'est vraiment c'est fou. Bah, c'est le top en même temps, hein. C'est ce qui se fait de mieux à haut niveau, mais voilà, c'est des gens qui ont à la fois le côté physique et technique du handstand qui est fou, qui ont une telle maîtrise qu'ils arrivent à mettre un côté artistique là-dedans qui est incroyable. Voilà, il y a Andrei Bondarenko aussi, pareil, qui était au Cirque du Soleil. Enfin voilà, pas mal de gens du cirque pour le coup. Un petit peu moins les gens du street workout, même s'il y en a qui sont vraiment impressionnants aussi en équilibre à un bras et qui ensuite enchaînent ça sur des full planches, des trucs fous. Mais voilà, pas mal des artistes de cirque en gros. C'est vraiment ceux que je trouve les plus inspirants. Moi, ce que j'avais kiffé, j'ai l'impression qu'il y en a pareil, il y en a plusieurs que j'ai bien aimé, mais j'ai plus l'impression que c'est un aspect en particulier chez un qui m'a marqué et que j'ai vraiment bien apprécié. Je sais qu'au tout début, moi, c'était Miguel Santana. Je vois pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est? Non. Miguel Santana, c'est un Brésilien. Alors, j'espère que je dis pas de conneries, mais je crois que c'est un Brésilien qui, du coup, habite à Hong Kong, je crois. Enfin bref, en tout cas, esthétiquement, j'ai toujours trouvé le mec... je pense que c'est le style de gars qui, si tu prends une photo avec lui et que t'as pas ton orteil qui est incliné à la perfection, il va te dire non, écoute, on publie pas la photo. Et c'est une histoire qui est véridique que j'ai entendue. Donc, mais en tout cas, au tout début, quand j'ai découvert ce mec-là, je me suis dit, waouh, lui, vraiment, c'est trop stylé. Puis j'ai l'impression que j'avais un peu le même profil que lui. Donc je me suis dit, au début, je me suis toujours un peu conditionné. Je dis, ok, vas-y, moi, je suis ce mec-là plus tard. Pareil, c'est un gars qui a pratiqué relativement tard. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a baigné ni dans le cirque ou dans la gymnastique. Et c'est simplement voilà, la pratique intense et sur le long terme qu'il a fait, qui lui a permis d'avoir le niveau qu'il a aujourd'hui. Donc ça, j'avais bien aimé, mais c'était vraiment plus l'esthétique. J'ai évidemment bien kiffé Mikael Christiansen parce que c'est le premier que j'ai rencontré. Et aussi, j'aime beaucoup son approche où c'est pas non plus... Parce qu'il y a quelque chose que j'aime vraiment pas avec les réseaux, et après, moi, je suis tombé dedans aussi, et maintenant un peu moins, mais c'est vraiment l'aspect de la perfection de la ligne à outrance, tu vois. Et du coup, lui, il est un peu moins là-dedans, et souvent, il faisait des posts où il expliquait, il dit arrêtez d'être... ou ses podcasts, parce que j'ai beaucoup écouté ses podcasts avec Emmett Lewis, où il disait, mais arrêtez de passer tellement de temps à peaufiner votre ligne. Ok, ta ligne, elle est bien, il y a 2-3 erreurs. Est-ce que c'est grave? Non, on passe à autre chose, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé cette approche-là chez lui.
Et il est très relatable, je trouve. Je sais pas exactement comment on traduirait ça, mais enfin voilà, c'est facile de s'identifier à lui. Effectivement, il est moins guindé, on va dire, un peu que les gens qui viennent du cirque ou les trucs comme ça. Alors qu'il vient du cirque en soi, mais je suis assez d'accord. Ouais. Même, même ses aiguilles à lui, alors je dirais pas qu'ils sortent de la norme, mais il y a plein de points, par exemple, que je vois au cirque ici, où bon, le gars avec qui je travaille est, je dirais pas old school, mais c'est pas un jeune, et du coup, je pense que c'est vraiment les approches très classiques. Et quand tu regardes les équipes de Michael Christiansen, bon, évidemment, à 90%, ils sont justes, mais il y a certains aspects qui, soi-disant, sont hyper importants, qui ne sont pas du tout représentés chez Michael. Et du coup, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup vraiment son approche, et souvent, quand il explique deux, trois trucs, je suis assez d'accord. Donc, et c'est peut-être normal, parce que c'est le premier que j'ai rencontré, du coup, je suis un peu biaisé. Ouais. Et il y avait du coup un dernier qui était Ulrich. Ouais. Non, tu l'as pas rencontré, Ulrich, hein, je pense. Non, je l'ai pas rencontré. J'aimerais bien. Il a l'air. Il a une personnalité qui a l'air marrante. Ça a l'air d'être le tryharder absolu, quoi. Il a l'air de valoriser en gros le tryhard et le travail de brut d'une manière très 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 forte. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense que ça pourrait être un bon switch vers. Je sais pas si tu penses à la même chose que moi, mais ça me fait penser à du coup ce que tu m'avais raconté par rapport à ton workshop avec Elia. Ouais. Ou du coup, ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est Elia... Elia _ bodyweight sur Instagram. Et son nom un peu de scène, son nom de marque, c'est The Flexibility Guy. T'as l'air d'avoir une mémoire qui est beaucoup plus solide que la mienne au niveau des pseudos. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je voulais rebondir là-dessus? C'est parce que j'ai l'impression que lui aussi, il est un peu dans cette dynamique de tryhard. Et du coup, tu m'expliques... Bah, je vais te laisser expliquer un peu... comment est-ce que t'en es arrivé là et puis ce qui s'est passé du coup Ouais, c'est... Effectivement, il a une dynamique qui est très tryhard, mais peut-être un peu différente de celle de Ulrich. Alors en gros, ce gars-là, si jamais vous voyez pas forcément qui c'est, en gros, c'est un gars qui est surtout spécialisé en souplesse à la base. C'est un coach de souplesse. C'est un mec qui a appris à faire les grands écarts à l'âge adulte et qui du coup a une approche qui est beaucoup moins, on va dire... idéaliste que pas mal de gens qui viennent de la gymnastique, du cirque, de la danse, etc. sur comment apprendre la souplesse à des personnes à l'âge adulte. Et il est aussi, en l'occurrence, très bon en handstand. Il a fait quelques années en école de cirque à Londres, si je dis pas de bêtises. C'est un Italien. Ouais, il s'est entraîné quand même en école de cirque à la base. Et du coup, c'est un Italien. Voilà, moi, je le suivais sur les réseaux parmi d'autres personnes. J'avais vu qu'il organisait un stage de 3 jours en Italie, là, en juin. J'habite dans le sud de la France, donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, je vais aller faire un tour, on va voir ce que ça donne. Et j'avoue que je suis vraiment devenu un peu fan de la personnalité du gars. Il a pas, j'ai pas exactement la même approche que lui, mais lui il a un peu cette approche. Il est un peu fou, genre il est un peu un pète au casse, genre il est assez extrême on va dire comme gars, mais il est vraiment en mode work hard, play hard quoi. Et effectivement il s'entraîne vraiment comme un fou. Moi j'ai adoré le deuxième jour où il se pointe. On avait du coup un cours de handstand de 3 heures avec lui en théorie. Et il nous dit, hier vous avez eu votre cours d'introduction, vous avez vu un peu ce sur quoi vous devez chacun travailler individuellement. Bah, cette séance, on met de la musique, je me mets avec vous et on passe 3 heures et on s'entraîne comme des fous. La seule règle, c'est pas le droit de se reposer plus de 2 minutes pendant 3 heures. Et voilà, et il a vraiment fait ça, il a juste mis de la musique à fond. Lui, il a sorti ses blocs, il s'est mis à faire tout son entraînement de one arm et tout. Et on s'est tous entraînés, on était 10 et on devait juste... La seule règle, c'était faut tryhard et faut s'entraîner comme des brutes pendant 3 heures. J'ai surkiffé ce moment, moi j'ai trouvé ça trop cool. Ça correspond pas à tout le monde, certaines personnes étaient là et se disaient ouais mais non moi je viens d'un atelier, c'est pour qu'on me donne des exercices techniques, pour qu'on vienne améliorer ma ligne, des choses comme ça. Et je comprends que ce soit pas forcément une approche pour tout le monde, moi j'ai beaucoup aimé. Et le gars, dès les 3 heures finies, à la minute où sonne la fin de l'entraînement de 3 heures, il arrive, il dit allez maintenant party time, et il arrive, il met sa chemise à fleurs, il met de la musique à fond, il se met à danser, il se boit une bière, enfin... Voilà, et le gars a une personnalité assez fofolle, un peu assez extrême là-dessus, qui est pas forcément exactement la mienne, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Et puis en fait, ça m'a permis de comprendre un peu derrière le contenu qu'il postait en story et tout. Il est tout le temps... il a un peu ce côté que moi je trouvais un peu ridicule avant, un peu le anime guy, où genre il met genre des citations de l'attaque des titans, des musiques d'animé en fond, en mode ouais, faut battre ses démons aujourd'hui, il faut travailler, personne ne le fera pour vous. Et moi je trouvais ça un peu... je disais bon voilà, ils font ça sur les réseaux pour faire un petit peu kéké, je voyais pas trop l'intérêt, mais en fait j'ai compris que le gars est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Et c'est pas du tout un gimmick, quoi. Il est vraiment dans cet esprit un peu animé, le gars il vit dans un shonen.
Et je pense effectivement que de base, en plus, il n'est pas forcément hyper talentueux. Ça fait 6 ou 7 ans qu'il fait de l'équilibre à un bras et voilà, il en est encore. Bon, il a un bon équilibre à un bras maintenant, mais par exemple, il n'a pas encore un full, donc un équilibre à un bras droit sur ses deux bras. Il travaille encore, je sais que son bras gauche, il est encore un petit peu derrière. Voilà, c'est un gars qui incarne vraiment ce côté de pas forcément être le plus talentueux à la base, de pas forcément avoir commencé très tôt, mais d'être vraiment très, très déterminé et de bosser un peu sans relâche. Et j'ai trouvé que c'était assez inspirant de le voir en personne, quoi. Ouais, j'aime beaucoup parce qu'il a une approche qui est très, très technique. Tu vois, ses équipes, on pourrait croire que... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé qu'il était vraiment chaud. Après, je connais pas exactement son niveau. Mais du coup, quand tu regardes ses équipes, esthétiquement, pour moi, c'est magnifique. Et du coup, moi, en tout cas, c'est une approche que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il casse vraiment un peu tous les mythes ouvertement. Et je pense qu'il est très polarisant sur les réseaux parce que... voilà, il descend des vidéos qu'il va voir souvent, c'est des nanas qui disent voilà, ma routine full split pour l'avoir en 4 semaines. Et alors, il se fout de sa gueule, mais ouvertement. Moi, franchement, je suis plié en deux quand je regarde ces vidéos. C'est excellent, je suis assez d'accord. Et franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'ai acheté son livre, j'ai beaucoup aimé. Je pense que toi aussi, d'ailleurs, si je dis pas de Non, conneries. finalement, non. Je voulais les acheter pour mon Annie. Finalement, j'ai eu d'autres cadeaux à la place, mais je pense que je vais peut-être finir par les acheter aussi. Ok. En tout cas, moi, j'aime beaucoup son approche et je trouve que ça marche. Enfin, je pense qu'il tire beaucoup des conclusions de son parcours et de son histoire perso. Et c'est vrai que moi, je suis assez d'accord. Et je me suis d'ailleurs... j'ai souvent discuté de ça parce qu'on avait des avis opposés avec des personnes sur les réseaux sur comment utiliser la souplesse, utiliser vraiment des charges, aller assez haut dans l'intensité. Et moi, je suis assez d'accord par rapport à ça parce que je pense que les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ne savent pas ce que c'est d'être raide. Vraiment d'avoir des gros muscles qui sont raides et qui ne s'assouplissent pas avec simplement des postures de yoga ou des trucs comme ça. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup son approche. De la souplesse. Et d'ailleurs, moi, j'ai été initié avec celle d'Emmett Lewis. Et je trouve que c'est assez similaire dans l'ensemble. Ouais, très similaire, ouais. Et voilà, je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu les nouvelles... Je sais pas si c'est nouveau, mais moi je les appelle ça les techniques modernes de souplesse, où j'ai pas l'impression que c'est hyper vieux, cette approche-ci. Et il y en a au final pas énormément, j'ai l'impression, qui parlent de ça, qui mettent ça en avant. Je trouve qu'il y a Emmett Lewis, il y a Matthew Smith. Ouais. Et lui, du coup, c'est les trois qui me viennent en tête. Tom Merrick, évidemment, aussi. Voilà, il y en a d'autres, mais voilà, Tom Merrick, parce qu'il a beaucoup appris sous Emmett Lewis, je crois aussi. Mais ouais, effectivement, et c'est vrai que tu le fasses remonter, parce que pour moi, maintenant, c'est devenu un peu évident, parce qu'en fait, assez tôt dans ma pratique, je suis tombé sur ces gens-là, sur YouTube, sur Insta, et du coup, je me suis toujours dit, ah bah oui, quand on s'entraîne, c'est normal, on utilise des poids, on s'entraîne pas de la même manière que des enfants de 8 ans dans des cours de gymnastique, parce que ça marche pas du tout de la même manière, ça se développe pas de la même manière, la souplesse chez un jeune enfant qui fait de la gym ou de la danse ou des choses comme ça, et chez un adulte. Mais c'est vrai que c'est pas si répandu que ça, et comme tu le disais, ces clips vidéo là où ils taillent un petit peu des influenceurs ou des influenceuses, souvent des milieux plutôt yoga, cirque, danse, qui souvent d'ailleurs sont hyper mobiles, et qui te le disent pas vraiment et qui te disent bah, c'est pas compliqué, pour s'entraîner au grand écart, faites le grand écart pendant 15 jours et puis c'est bon. Je suis assez fan aussi de cette approche parce qu'effectivement ça marche pas, quoi. C'est des trucs qui marchent beaucoup sur les réseaux parce que ça donne beaucoup de motivation aux gens qui se disent en fait c'est accessible, et puis de toute façon regarde, la personne est super souple, donc en fait forcément ce qu'elle dit c'est forcément un bon conseil. Mais pour beaucoup de ces personnes là, c'est des gens qui font de la gym, de la danse depuis qu'elles ont 6 ans, elles ont eu leur grand écart à 8 ans et en fait depuis elles ont juste à le maintenir, et elles ont aucune idée vraiment de ce que ça demande chez une personne adulte. Chez un homme adulte ça peut être encore plus compliqué, de ce que ça demande vraiment de demander de la souplesse. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus, et c'est vrai qu'effectivement il n'y a pas énormément de personnes dans la sphère qui poussent ces méthodes-là, qui pourtant ont l'air de bien marcher. Mais c'est vrai que je m'étais pas forcément fait la réflexion avant, parce que moi je suis que ces personnes-là en fait. C'est vrai que je suis pas trop on va dire les influenceurs et influenceuses souplesse plus classiques, qui proposent des méthodes un peu plus similaires à ce qu'on voit en gym et en danse, et qui, juste parce que je pense que je me suis rendu compte assez vite que ça marchait pas pour moi, en étant raide comme un poteau à 23 ans, c'est pas des approches qui allaient fonctionner pour moi, mais
Mais ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins démocratisé, je pense, le contenu de qualité en souplesse aujourd'hui qu'en calisthénie, par exemple. Ouais, clairement. Ouais. Bon, après, moi, je me considère pas du tout au niveau de ceux qui enseignent la souplesse, même si, bon, parce que je me suis beaucoup intéressé, parce qu'aussi, bon, en kiné, pour ceux qui savent pas, avant de faire du coaching, moi, j'étais kiné, donc au niveau des connaissances, je pense que je les ai, honnêtement, et du coup, c'est vrai que dans les accompagnements que je fais, c'est des choses qui sont quand même assez présentes de travailler la souplesse, et pour moi, vraiment, le plus gros frein, c'est ceux qui ont passé X années de leur vie sans jamais s'étirer, etc. Et du coup, pour moi, l'âge a vraiment un énorme facteur. Et, ouais, et aussi ceux qui ont plus jeunes déjà travaillé la souplesse, c'est sûr que très vite, ils vont retrouver des positions, et même assez rapidement, c'est assez étonnant. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est ces facteurs-là qui sont les plus importants. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et franchement, moi, je suis assez sûr de moi là-dessus. C'est sûr une part de génétique aussi. Il y a des personnes qui, voilà, c'est comme ça, qui font des adaptations rapidement. Mais un gars, même un gars, comme tu dis, toi, tu me dis, tu as commencé à 21 ans. Même si un gars, il a 21 ans, qu'il a fait du foot, de basket, du rugby ou de l'athlétisme, n'importe quoi, et qu'il a jamais touché à la souplesse, qu'il est quand même raide et qu'il veut avoir des splits ou presque, bah franchement, ça demande énormément d'implication. Énormément d'implication. Et moi, surtout, le truc qui m'a marqué le plus, c'est à quel point la souplesse, c'est absolument pas associé à de la détente quand tu... Tu sais, on pourrait croire quand tu t'entraînes, ouais, je fais de la souplesse, ça, c'est cool. Moi, au début, je m'imaginais, je sais pas, t'écoutes un petit podcast, tu médites, tu souffles un peu, tu fais tes positions, c'est relaxant, tu vois, c'est le repos. Alors qu'en vrai, entre ma calisthénie, les équilibres et la souplesse... Ah, c'est la souplesse le plus dur. Hein. C'est la souplesse où moi, je transpire quand je fais de la souplesse. Ah oui. Je transpire, j'ai des gouttes qui tombent et en vrai, c'est hyper intense. Moi, je trouve que c'est hyper intense. Je suis 100% d'accord. Ça me fait penser à un truc que j'aime beaucoup. En gros, c'est que là, je pars en vacances. Je suis parti 2 fois en vacances avec des potes cet été, genre des gros groupes de potes. Et où du coup, ils étaient là en mode ah, bah, est-ce que tu nous ferais pas voilà, un petit cours de souplesse ou un truc comme ça parce que voilà, ils savent que moi j'étais devenu assez souple et certains font du yoga donc ils disaient cool, on va se faire un petit cours de souplesse et tout. Et à chaque fois je leur dis ouais, pas de souci, on va se faire un cours de souplesse. Et à chaque fois c'est mon kiff, j'ai fait ça du coup 3 fois là pendant les vacances. Et à chaque fois c'est mon kiff de les voir arriver, ils sont tout contents, ils se disent ah, on va faire des petits étirements et tout. Et je les massacre à base de techniques actives tout le temps, de souplesse active, de PNF pendant 1 heure. Et à la fin, ils ressortent le lendemain. En vrai, je fais ça de manière cruelle, hein, mais mon but, c'est que le lendemain, ils aient des courbatures. Ils ont tous des courbatures de fous furieux. Et je leur dis, bah, en fait, la souplesse, c'est aussi ça. Et même, en fait, si vous êtes quelqu'un de pas souple de base et que vous voulez vous y mettre à l'âge adulte, bah, c'est ça, en fait, la souplesse. Et c'est beaucoup moins relax que ce qu'on peut penser. C'est pas comme du yin yoga ou des trucs comme ça qui vont être des approches très douces et qui vont marcher pour certaines personnes, mais qui, pour pas mal d'autres personnes, vont pas marcher aussi. Effectivement, je suis très d'accord avec toi qu'il y a une grosse erreur de conception dans ce que c'est vraiment l'entraînement de souplesse. Aussi parce que c'est peu démocratisé, hein, je pense. Si tu compares le nombre de gens qui font de la muscu classique au nombre de gens qui font de la souplesse en commençant à l'âge adulte, il y en a beaucoup, beaucoup moins, quoi. Moi, franchement, j'ai été... je sais même pas comment décrire ce sentiment parce que en fait, quand je suis allé à la retraite du Handstand Factory, où du coup c'était les équilibres avec Michael Christiansen et puis il y avait Emmett Lewis qui était plutôt sur le côté mobilité-souplesse. Je suis arrivé là et en fait le matin c'était de l'équille, on mangeait ensemble et l'après-midi c'était de la souplesse. Et en fait plusieurs fois je me suis posé au truc de souplesse et je me dis mais comment c'est possible que je sors des études de kiné, j'ai fait mon école de coaching et que je n'ai jamais entendu parler de toutes ces techniques dont le mec parle. Et c'est vrai que le mec, bon, c'est quand même une pointure dans le domaine Emmett Lewis. Et c'est vrai que moi, il y a un événement qui m'a vraiment marqué, c'est on faisait le tailleur contre un mur. Ouais. Et à un moment donné, il m'a dit, alors que lui, c'est un beau bébé, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, maintenant, je vais me mettre debout sur tes genoux. Emmett Lewis Emmett Lewis, ouais. Et je me suis... Tu sais, je l'ai regardé, je dis... Mais non, genre... Et en fait, non, ils étaient sérieux, l'atelier, c'était ça, on se mettait par deux, les gens... Bon, évidemment, c'est vrai que sorti du contexte, des gens qui entendent ça, ils vont peut-être se dire, mais non, c'est dangereux, etc. Après, l'objectif, c'était de retenir en actif, mais voilà, ils n'ont pas peur d'utiliser de la charge, et au final,
tu vois, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que, surtout, c'était plus pour l'anecdote que je racontais ça, mais c'est surtout, je me suis pris une claque en mode, mais putain, moi je pensais tout savoir parce que il y avait une question d'ego aussi, mais parce que je sortais d'études de kiné, je me suis dit en souplesse, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne en souplesse, je connais. Et en fait, non. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment matrixé et que je me suis lancé dans ce truc, dans cette pratique-là aussi, parce que je me suis dit, putain, mais il y a tellement de choses à apprendre et c'est tellement intéressant que. Ouais, que je me suis lancé, quoi. Mais il y a un truc où j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression que moi je suis assez branché sur tout ce qui est evidence-based, comme disent les anglophones. Donc en gros, un peu les approches scientifiques de l'entraînement. Donc que ça soit en calisthénie, en souplesse et tout. Autant en muscu, calisthénie et tout, on commence à avoir vraiment des données solides maintenant. Il y a toujours des petites innovations, mais globalement, l'état de la recherche est plutôt avancé. On a d'assez bonnes idées de ce qui marche et ce qui marche pas. Mais par contre, j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait en souplesse. Et là, par exemple, récemment, pour ma dernière vidéo sur YouTube, où je donnais quelques conseils en souplesse, je me suis dit, bon, ça, c'est des choses que je sais, entre guillemets, d'expérience, mais ce serait bien si j'essayais un petit peu quand même de les argumenter avec des papiers, des choses comme ça. Et du coup, je cherche un petit peu des papiers sur le sujet en question, et j'ai vraiment été choqué déjà d'en trouver peu. Des papiers peu cités, de qualité pas forcément énorme, et puis surtout, tu vois, je trouve peut-être 3 papiers sur le sujet en question, et sur les 3 papiers, il y en a un qui dit qui allait dans le sens de ce que je disais, un qui allait contre le sens de ce que je disais, et un qui était neutre par rapport à ce que je disais. Et ce que je vois assez souvent récemment, c'est qu'en fait, les derniers papiers qui sortent en souplesse et tout, bah parfois se réintéressent juste à des questions aussi bêtes que est-ce que s'étirer permet d'augmenter l'amplitude de mouvement. Et voilà, et t'as des papiers qui sortent en 2023 et où la conclusion c'est juste, bah oui, on a fait un essai contrôlé randomisé, on a fait s'étirer 20 personnes pendant 6 semaines, on a ne pas s'étirer 20 personnes pendant 6 semaines, et oui, à la fin des 6 semaines, on avait bien des personnes qui s'étaient étirées, qui étaient devenues plus souples de manière durable que les autres. Et t'es là et tu te dis, ah ouais, en 2023, on a encore besoin de montrer ça dans l'état de la recherche. J'ai pris un petit peu un coup, et je voulais savoir si c'était aussi le ressenti que t'avais, mais j'ai l'impression qu'en fait, la recherche est très peu avancée d'un point de vue recherche de qualité scientifique sur l'entraînement de souplesse, les modalités de l'entraînement de souplesse, etc. Et qu'on doit beaucoup se baser sur des approches plus empiriques et effectivement sur ce que disent des coachs qui ont une bonne expérience, qui ont essayé des méthodes comme Emmett Lewis, Keith Laughlin avant lui, enfin plein d'autres comme ça, mais qu'on peut beaucoup moins être, on va dire, evidence-based de manière très rigoureuse que dans d'autres domaines, quoi. Bah alors je t'avoue, c'est peut-être un des points négatifs par rapport à comment est-ce que je suis et comment est-ce que je suis dans le sport et dans l'enseignement. C'est vrai que perso, je vais très peu passer du temps à aller voir les études, etc. Je suis très rattaché aux enseignants. Je vois si tout simplement sa méthode elle me parle ou pas. Évidemment que parfois quand il y a des principes physiologiques qui sont expliqués, démontrés et qui marchent chez tous les êtres humains, bah c'est sûr que pour moi c'est quelque chose qui marche. T'as même pas besoin de réfléchir par rapport à ça. Donc moi c'est surtout ça, c'est surtout les enseignements, les formations, les livres. Donc quand je dis formation, je te dis moi ça a été les 3 que je t'ai cités en fait. Matthew Smith, je sais qu'il a fait une grosse formation. J'ai vraiment adoré ce qu'il expliquait dedans. Emmett Lewis, du coup, tout ce que j'ai appris à la retraite, même après, j'ai un peu travaillé avec lui et Isaac aussi, je pense qu'il travaille toujours avec lui. Où ils ont un peu leur propre méthode. Et du coup, il y a un moment donné, je m'étais un petit peu plus renseigné sur justement le gars qui avait inspiré Emmett Lewis. Il me semble que c'est déjà avec toi qu'on en avait parlé, où c'est un peu plus vieux, qui est chauve. Bah, peut-être Keith Laughlin, du coup. Un Australien chauve. Je pense que ça doit être lui. Encore une fois, je peux pas te l'assurer. Mais c'était YouTube, c'était des articles. Mais j'ai jamais vu vraiment d'études à l'appui. Et après, ça a été aussi par expérimentation. Après, ce qui marche sur moi ne marche pas sur tout le monde. Mais par exemple, je sais que entre Emmett Lewis et par exemple Elia Flexibility Guy, là, je sais que la base était la même. Par contre, il y avait certains paramètres au niveau des répétitions, au niveau de l'intensité qui étaient un peu différents. Et du coup, j'ai testé les deux. Et je me suis dit, ok, ça, c'est ça qui marche mieux sur moi. Ouais. Mais en termes d'études, je t'avoue que je n'ai jamais pris même le temps d'aller regarder, quoi. Ouais. Bah, en vrai, du coup, moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, tout simplement, et que c'est un peu nos meilleures ressources, comme tu le dis, c'est d'aller voir ces enseignants, ces choses comme ça. Je pense qu'il y a quand même un truc qui a beaucoup de valeur dans l'approche que tu dis, et qui est aussi pas mal la raison pour laquelle, en fait, les gens qui sont pas trop à se tenir au courant de tous les papiers
progresse peut-être même mieux que les gens qui sont très scientifiques, en mode je vais toujours lire tous les papiers et tout, c'est qu'en fait il y a une dose, je pense, de variabilité individuelle qui est colossale dans ces modalités d'entraînement, et que quand on lit des papiers mais qu'on n'a pas encore vraiment toute la rigueur des chercheurs du domaine qui sont spécialisés là-dedans, trop souvent on peut un peu tomber dans cet écueil de voir qu'il y a une conclusion du papier et dire ah bah c'est la vérité, ça s'applique à tout le monde, alors qu'en fait souvent, et les gens du domaine le savent, en fait c'est pas parce qu'un papier conclut un truc que ça va être le mieux pour toi. Si tu regardes les données du papier, bah effectivement il y a des gens qui répondent de manière hyper différente à différentes modalités d'entraînement, donc ouais, je pense que effectivement pour l'aspect pratique, si tu veux faire des progrès, comme tu dis, c'est pas du tout nécessaire, et même peut-être pas une bonne idée en fait de vouloir être trop scientifique. Mais moi j'étais quand même curieux juste pour savoir, voilà, est-ce que c'est un domaine qui a déjà suscité de l'intérêt en recherche? Après tout le monde s'étire dans la vie, tous les coachs de sport de tous les sports du monde ont toujours dit faut s'étirer à la fin des séances, etc. Tu dis c'est un truc qui est tellement quand même imprégné dans la vie de tous les jours qu'on doit quand même savoir un minimum de choses dessus scientifiquement, et j'ai l'impression qu'on sait vraiment pas grand chose, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu étonné, juste d'un point de vue curiosité scientifique, on va dire, quoi. Mais effectivement je suis d'accord que je pense que c'est pas primordial non plus pour pouvoir devenir souple dans la vie de tous les jours. Ouais, pour moi, je dissocie vraiment la souplesse en règle générale et décider d'avoir ces full splits à l'âge adulte. Tu vois, pour moi, c'est quand même deux trucs hyper opposés. Et putain, je voulais rebondir sur un truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je le gardais en tête depuis 1 minute et on a rebondi sur autre chose. De quoi sinon, juste pour tes... ça va très certainement me revenir. Ouais, ça reviendra. Pour tes objectifs, du coup, en souplesse, avant de terminer par le domaine de la calisthénie, sur quoi est-ce que tu bosses et pourquoi toi? En ce moment, et en fait c'est le cas quasiment depuis que j'ai commencé, le gros focus c'est souplesse en pliage avant, donc c'est pike et pancake surtout. Le pike, ça a toujours été, on va dire, mon point fort entre guillemets, c'est l'étirement où au début, je n'arrivais pas à toucher le sol, hein, qu'on soit bien d'accord. Comme tout le monde, j'étais incapable de toucher mes orteils, mais c'est l'entraînement où je me suis le plus vite amélioré, et c'est celui qui me semble le plus naturel à faire. J'aime bien faire du pike, je sens bien l'étirement au niveau des ischios, je progresse pas linéairement, parce que c'est pas du tout linéaire la progression en souplesse, mais voilà, je continue de progresser. Et voilà, ça c'est un peu le standard que je fais non-stop depuis 2 ans, et que j'ai toujours dans mes séances, et mon but ce serait d'avoir un pike entre guillemets parfait, quoi, c'est-à-dire le torse entièrement à plat sur les cuisses, et voilà, et possiblement coude au niveau des pieds, ce serait pas mal. Et après il y a le pancake qui lui est beaucoup plus compliqué pour moi, parce qu'il y a une composante écartement des jambes en pancake où je suis nul, mais vraiment de chez nul. Tout ce qui est écartement des jambes, middle split, c'est vraiment ma némésis, et du coup le pancake j'ai beaucoup plus de mal que le pike, même si je me suis pas mal amélioré l'an dernier, j'ai enfin trouvé les bons exercices qui marchent pour moi, et du coup j'ai pas mal progressé dessus. Et là malheureusement il y a 2-3 mois, je me suis fait sûrement une petite déchirure de l'ischio en faisant du pancake de manière un petit peu trop intense. Du coup, j'ai pris un petit peu de retard, mais voilà, j'en profite pour me remettre dedans vraiment tranquillement. Maintenant, de toute façon, ça fait 2 ans que je suis dedans. Je sais que je suis plus en mode « Oh, il faut que j'ai mon pancake dans 2 ou 3 mois. » Donc voilà, maintenant j'y vais un petit peu plus tranquille. Je sais quelles sont les méthodes qui marchent pour moi. Je continue de travailler mon pancake tranquillement. Si je gagne 1 degré d'amplitude par semaine, ça me va très bien. Et voilà, mon but c'est d'avoir un pancake assez propre d'ici je sais pas quand. Je me mets pas vraiment un objectif en termes de durée, mais d'avoir un bon pancake pour pouvoir être vraiment à l'aise sur tout ce qui est les presses, shoulder press, tout ça. Je travaille surtout ma souplesse pour le handstand. Il y a quasiment toujours cette dimension de je fais ça pour m'améliorer en handstand. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est souvent les mêmes positions hein, qui vont revenir. Et c'est vrai que je dis que la partie mobilité souplesse, ça fait partie intégrante de mes accompagnements, mais c'est exactement ce que tu viens de dire en fait. C'est pour le handstand, et du coup tu vas souvent avoir le pike, tu vas avoir le pancake, tu vas avoir le middle split, et c'est un peu au niveau du bas du corps les plus importants, enfin en tout cas pour le handstand, et les plus fréquents chez les mecs qui veulent apprendre les équilibres. Après tu as tout ce qui concerne le haut du corps où c'est un peu plus restreint et un peu plus différent du coup. Et pour rebondir du coup à ce que tu disais au niveau de ta pratique, ça me fait repenser à ce que je voulais te raconter juste avant, ou par rapport à tu vois ce qui est dit sur les papiers, dit dans les études, ce qui est théoriquement, scientifiquement juste. C'est vrai que moi j'ai remarqué qu'avec la pratique et en changeant certaines variables pour voir un petit peu comment est-ce que ça se comportait, chez moi par exemple je sais que une séance par semaine
assez intense, ça suffit vraiment pour progresser. Et pour autant, c'est pas forcément ce qu'on me conseillait de faire. Où au début, on m'a toujours dit voilà, tu commences avec 2 fois par semaine. Si ça se passe bien, tu augmentes le volume, tu augmentes ensuite un peu la fréquence pour arriver à 3, 4, voire 4 fois par semaine. Mais du coup, moi, rien que 2, c'est même un poil trop. Ou alors, il faut vraiment, chez moi, 4-5 jours même 5 jours de repos total, c'est parfait, tu vois. Et je suis assez d'accord, c'est tellement traumatisant que. Ouais. C'est un peu pareil, j'ai des courbatures généralement assez énervées, surtout aux ischios après un entraînement de souplesse. Je pense que, et même avec 2 fois par semaine, 2 séances très intenses par semaine, je pense que ça joue pas mal dans le fait que je me sois blessé au niveau des adducteurs cette année. Donc je suis assez d'accord avec toi que 4 séances de souplesse par semaine, jamais de ma vie, je verrais comment je pourrais faire ça. Même 3, pareil, ça me paraît beaucoup. Je pense qu'il devrait être quelque part vers 2, mon sweet spot, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, sur le fait que les recommandations théoriques sont vraiment pas à prendre au pied de la lettre et que là, il faut vraiment essayer chacun, quoi. Ouais, et moi, il y a une chose qui me... Je dirais pas qui me dérange, mais ce qui ne me fait pas garder vraiment l'entraînement de souplesse avec autant d'intensité sur le plus long terme, parce que maintenant, j'ai un peu mis ça en stand-by. Je dois l'avouer, c'est vraiment que du maintien. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'avais vraiment l'impression que ma force des jambes chute en ayant des séances vraiment d'assouplissement. Je pense que tu es très certainement d'accord avec moi. Moi, je me fais une séance de souplesse, je marche comme un handicapé en rentrant chez moi. Et après, je suis chez moi, je fais à manger, j'ai mes jambes qui tremblent, j'ai envie de m'asseoir, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est un peu chiant parce que bon, avec la calisthénie, c'est quand même vachement plus axé au niveau du corps, haut du corps. Et moi qui avais une pratique qui n'était pas non plus très axée sur le développement musculaire, il y a un moment donné où je me suis dit quand même avec le temps, bon, les jambes, ça me manque, j'ai envie de continuer à les travailler, j'ai envie de recommencer à les travailler correctement. Et ça m'intéresserait du coup d'avoir, alors je sais pas quand est-ce que ce sera, mais c'est sûr que je l'aurai, d'avoir justement un coaching avec un gars. Je pense à lui, je pense que sur Instagram c'est End of Range Strength, un truc comme ça où le mec... Range of Strength c'est un mec avec des énormes cuisses. Il a des énormes cuisses. Il est vraiment... Le mec, c'est un taureau. Et il est souple de ouf. Et moi, ça a toujours été... j'ai pas non plus tryhard à fond cette pratique-là et je me suis pas lancé à fond dedans. Je pense que si jamais je décide de le faire, ce serait hyper intéressant et j'y arriverai. Mais à l'heure actuelle, je trouve ça très compliqué d'optimiser le développement musculaire au niveau des jambes et la souplesse. Et ça, je suis 200% d'accord. Je trouve ça même complètement impossible. Et avec la course à pied en plus en ce moment, je suis vraiment dans une énigme totale. Je suis complètement d'accord. Il y a une interférence énorme entre les deux. J'ai l'impression que ça fait exactement la même chose. Ça fait le même genre de dommages musculaires, l'entraînement de souplesse et de force. Parce que j'essaie de squatter aussi. Pareil, je suis moins assidu sur le bas du corps que le haut du corps, mais je squatte quand même relativement régulièrement. Et ouais, en début d'année, quand je faisais de l'haltérophilie et du squat 2 fois par semaine et que j'essayais de m'étirer 2 fois par semaine, je voyais des interférences de fou furieux entre les deux. Hyper dur de garder les deux ensemble. Je pense que ça contribue au risque de blessure parce que ouais, quand t'as les muscles déjà bien fatigués par les assouplissements et que derrière tu vas faire du squat lourd, des fois ça lâche, quoi. Ouais. Donc ouais, je suis 100% d'accord avec toi. C'est une énigme aussi pour moi. Je sais même pas si c'est vraiment possible de s'entraîner sérieusement en souplesse des jambes et en force des jambes. Et je pense qu'en termes de programmation, c'est là où ça doit être vraiment le plus carré parce que moi j'ai essayé un peu de faire certains tests, d'avoir des phases où je pense que ce qui me correspondait le mieux, c'était du coup de faire jambes, ou alors, quand je dis jambes, moi je faisais deadlift et squat, donc de faire jambes, d'avoir un jour de repos, souplesse, et ensuite 2 voire 3 jours de repos, et ensuite je recommençais ça. Et j'ai essayé plein de trucs différents, de faire la souplesse, de faire le renfort juste après la souplesse. Laisse tomber, c'était horrible. Et à la fois, à la salle, je discutais beaucoup de ça avec des gars le très peu de personnes qui avaient aussi un intérêt envers la souplesse. Et il y a des gars qui me disaient non, moi je fais les deux au sein de la même séance. Donc c'est ça, j'avais beaucoup trop de points d'interrogation. Je me dis, mais comment ça se fait que toi, tu peux, en termes de ressenti, en termes d'expérience, comment ça se fait que tu peux tolérer les deux exos qui pour moi sont complètement opposés dans la même séance, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment envie de prendre un coaching avec ce gars-là à un moment donné. Je pense qu'il y a
plein de personnes avec qui j'ai envie de prendre du coaching. Ce serait intéressant qu'on discute de ça aussi à la fin. Mais du coup, ce mec-là, ça m'intéresse parce que vraiment, continuer à développer de la force, continuer à développer la souplesse et développer de la force dans ses toutes fins d'amplitude, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout pour minimiser le risque de blessure, je trouve ça incroyable, quoi. Ouais, bah, j'avoue que je suis très curieux de ça aussi. Je vois pas vraiment de réponse. Enfin, perso, quand je dois faire les deux dans la même séance, c'est toujours force en premier et ensuite souplesse. Mais je sais que ça peut passer aussi, parce qu'en général, je fais juste du squat en force, et que je pense qu'il y a beaucoup moins de dommages musculaires, notamment au niveau des ischios, quand tu fais du squat, que si tu allais faire, je sais pas, des curls d'ischio à la machine, par exemple, des trucs où vraiment tu te détruis, tu vois. Et dans ces cas-là, ça passe à peu près, et encore, je sens juste que la fatigue est énorme, en fait, parce que le squat, c'est super fatigant, et après, quand tu fais un entraînement de souplesse bien actif, en fait, je vois qu'à la moitié de la séance de souplesse, je commence juste à tourner de la tête, et à être en mode, bah, j'ai plus l'énergie d'être vraiment focus sur la fin. Mais ouais, je suis très d'accord que je trouve ça très... Ouais, très chaud à combiner, quoi. Moi, perso, j'ai déjà essayé, donc pareil, dans la même séance, de faire squat et ensuite même pancake, mais compression active en pancake. Moi, personnellement, c'est même pas... Enfin, c'est impossible, quoi. On sait très bien que quand tu fais des compressions, ok, les crampes, c'est normal. Et il y a des techniques pour gérer ça, etc. Mais moi, c'est juste que je ne peux pas... Je suis tétanisé, quoi. Je peux pas soulever mes jambes, puis même faire des équilibres après les squats. J'ai l'impression d'être déséquilibré. Alors, je sais pas si physiquement, vraiment, mes cuisses sont congestionnées. Du coup, en termes de proportion, ça joue, j'en sais rien. Mais je vais faire des kick-ups après un squat. Sur 10, il y a 2 fois où je vais tomber. Chose qui m'arrive presque jamais, tu vois. Donc, c'est assez intéressant, je trouve. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être lié. Enfin, moi, je trouve que le squat, c'est épuisant comme truc. De tout ce qu'on fait, je trouve qu'en calisthenics, c'est de loin le plus épuisant. Donc, peut-être que c'est lié à ça. Moi, je sais que ça me fait tourner la tête, quoi, des grosses séries bien dures en squat. Mais ouais, il paraît que le deadlift, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça que je fais juste pas de deadlift. Parce que je pense que tenter de faire du deadlift et de l'éki après, ou comme tu le dis, un truc qui demande de la concentration, ça doit être limite impossible. Mais ouais, c'est dur de combiner les deux. Je suis bien d'accord. Et en termes de... Il y a 2 choses que je voulais encore aborder avec toi. C'est, les éventuelles personnes avec qui toi tu voudrais prendre du coaching. Des gars, de toute façon, sur les réseaux maintenant, c'est infini le nombre de comptes hyper intéressants de personnes qui font du coaching. Donc ça m'intéresserait de savoir. Et puis je pense qu'on n'a pas encore parlé de la calisthénie, de ta pratique actuelle, de tes objectifs, etc. C'est aussi quelque chose qui m'intéresserait. Je pense qu'on peut peut-être commencer par les coachs, si ça te chauffe. Ouais. Si t'en as. En fait, ouais, justement, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est un truc auquel je pensais vraiment pas beaucoup jusqu'à très récemment. En fait, jusqu'à ce que je discute avec toi depuis quelques mois, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé au coaching jusque-là. Je pense qu'il y avait une partie un peu d'ego mal placée là-dedans aussi, qui était que j'adore me documenter et j'adore regarder tous les contenus qui existent sur la calisthénie, la souplesse et tout en ligne. Ce qui fait que je pense que la plupart des connaissances théoriques, je les avais assez rapidement au bout de quelques mois ou un an de pratique. Et du coup, j'étais là en mode non, mais c'est bon, je connais déjà tout. Je sais exactement quelles sont les modalités pour entraîner ça et ça. Je vois pas quel est l'intérêt d'avoir un coach. J'ai pas mal changé d'opinion là-dessus, notamment depuis cette année dernière où je me suis bien rendu compte que même en pensant avoir toutes les connaissances théoriques du monde, en fait, des fois ça progresse pas et il faut comprendre pourquoi. Et il faut se rendre compte que y a une énorme part de choses individuelles, que entre avoir les connaissances théoriques et avoir l'expérience en plus pour savoir appliquer les connaissances théoriques à des cas concrets, il y a un monde d'écart entre les deux. Donc ouais, j'ai pas mal changé, on va dire, de point de vue là-dessus, et du coup c'est assez récent que j'ai même considéré la possibilité de prendre du coaching. Je suis un petit peu partagé là-dessus parce qu'il y a quand même un truc que j'adore dans la pratique, c'est le côté comment on dit déjà, autodidacte, quoi. J'adore déjà parce qu'il y a un peu cette satisfaction d'être là en mode j'ai réussi à faire ça tout seul, même si aujourd'hui avec internet, est-ce qu'on peut vraiment encore dire qu'on est autodidacte, c'est un peu une grande question, mais il y a ce côté où que je trouve super comment on dirait, accomplissant, quoi, de se dire j'ai réussi à m'auto-enseigner à faire ça et ça. Et il y a aussi un autre truc que j'aime bien dans le fait de s'auto-enseigner les trucs, c'est qu'on fait beaucoup d'erreurs, mine de rien. Et j'essaie de voir ça un peu comme des apprentissages. Et vu que, comme je disais, j'essaie de me lancer sur YouTube, je sais que ces erreurs-là, c'est des choses intéressantes dont derrière, je peux tirer des leçons et je peux essayer de transmettre un petit peu ces leçons à d'autres personnes. Donc
Donc ça, c'est des trucs que je trouve assez intéressants dans le fait d'être autodidacte, mais je commence à me rendre compte de plus en plus, il y a aussi des choses hyper intéressantes dans le fait de se faire coacher, qui est déjà qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc il y a un moment, tu peux penser, voilà, connaître tout, mais en fait, il y a juste des domaines entiers ou juste des connaissances qui t'ont échappé, et tant que tu n'as pas quelqu'un qui va te dire, mais est-ce que tu t'es déjà intéressé à ça, en fait, tu ne vas pas te rendre compte que tu ne connaissais même pas l'existence de telle ou telle connaissance, telle ou telle méthode, etc. Et ça, je pense pour le coup que travailler avec des personnes, ça doit être hyper intéressant pour ça, parce qu'en plus les coachs ont l'air d'avoir des approches très différentes, même dans des domaines très similaires. Donc ouais, ça, je pense que ça doit être bien intéressant. C'est ça qui est hyper intéressant. Et moi, je suis d'accord avec toi, ou très vite, c'est vrai, quand j'ai discuté avec toi, j'ai très vite vu que tu avais une approche très méthodique, que tu savais quand même globalement comment ça fonctionnait, etc. Et c'est vrai que moi, au début, j'étais aussi un peu comme ça, en mode pourquoi est-ce que je vais prendre un coach si je sais que je sais, tu vois, parce que moi j'avais fait les études de kiné, de coaching, les vidéos YouTube, j'ai saigné mes premières années, des milliers de vidéos où je prenais des notes, etc. Ensuite les bouquins de référence, je les ai lus, relus, surlignés, fait des synthèses, machin. Donc j'étais là, mais pourquoi, même quand j'ai été au Einstein Factory, tu vois, je dis mais est-ce que je vais vraiment mettre des thunes parce que j'ai l'impression que je vais rien apprendre. Et en fait, il y a parfois où je prends du coaching ou je prends une formation ou quoi et j'apprends pas forcément quelque chose, mais c'est plus maintenant dans la démarche de ok, c'est quoi son approche à lui et en quoi est-ce que c'est différent et qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour justement garder pour ton coaching, pour garder dans mes enseignements à moi. Et au final, il y a toujours, même des gars avec qui j'ai pas trop accroché au final, il y a toujours au moins un aspect où je me dis ça quand même c'est bien et ça je vais le garder. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant. Et même parfois des méthodes qui sortent un peu. Si tu veux, moi, en ce moment, je suis vraiment là-dedans où j'ai un peu moins de temps pour m'entraîner. Ou en tout cas, je me dis, OK, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée en ce moment. Je commence un peu à empiéter sur le domaine d'entraînement. Du coup, je me dis, bon, comment est-ce que je peux éviter de passer 2 heures, 6 jours par semaine à la salle? Et du coup, en ce moment, j'intègre un peu plus les EMOM dans mes entraînements pour vraiment réduire au maximum. Et en vrai, je kiffe. Et en vrai, je kiffe et je vois quand même des progrès. Et c'est marrant parce que je trouve que ça sort un peu théoriquement de ce qui est optimal pour la prise de force, etc. Et même ça, tu vois, je trouve ça cool. Parce que, ok, c'est bien de connaître et tout, mais d'expérimenter et d'expérimenter des choses et de voir un petit peu, bah, parfois, ça va à l'encontre. Et c'est ce qu'on disait avec la souplesse, ça va un peu à l'encontre de la théorie. Et c'est ça que je trouve ça intéressant. Ouais, carrément. Bah ça, je suis hyper d'accord. Pour les EMOM, j'ai un peu mes théories sur pourquoi ça marche bien. Effectivement, c'est hyper à la mode en ce moment, mais c'est The Motion Guy, je crois, là, le gars qui a sa retraite à Bali, là, qui est en train de populariser ça. Et ouais, c'est un truc que j'aime bien aussi utiliser de temps en temps. Je l'utilise pas autant qu'il le fait, mais peut-être qu'à un moment, je vais tester. Quand je serai pareil en rate de temps, je pense que je vais tenter un peu son approche, comme toi tu le fais aussi, en faisant tout à base d'EMOM pour gagner du temps. Ça a l'air hyper intéressant. Mais ouais, j'aime bien aussi, ouais, comme tu dis, le côté expérimentation et rien que le fait d'écrire son propre programme, c'est un truc que j'adore. Genre, j'aime trop me dire, allez, je vais tester. Voilà, j'adore me poser sur mon carnet et me dire, allez, c'est tel nouveau cycle, je fais ça, ça, ça. Même si je commence à en voir un petit peu les limites parce que je me suis beaucoup amusé pendant 2 ans et je me suis rendu compte que pas mal de trucs étaient pas très productifs en fait et que parfois les programmes les plus simples sont ce qui marche le mieux. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Du coup, ma vision un peu voilà, sur ce que je compte faire en termes de coaching, je pense que pendant quand même les 6 prochains mois, je vais tenter un peu une dernière fois une approche perso où je pense avoir trouvé une recette qui devrait vraiment bien marcher en calisthénie, muscu pour moi. Et on va voir si j'ai raison. Ça va être un peu la dernière étape. Parce que l'année passée, j'ai pas fait beaucoup de progrès en calisthénie, hypertrophie, tout ça. Et je pense avoir trouvé mon erreur et on va voir si j'ai bon ou pas. Mais je pense qu'à l'issue de ça, dans tous les cas, je vais potentiellement prendre du coaching à partir de l'an prochain. En partie aussi, comme tu le dis, pour voir d'autres approches. Et voilà, si je veux essayer d'être sûr que je dis pas n'importe quoi sur mon contenu, sur YouTube et tout, je pense que c'est important d'aller voir ce que font les autres personnes, de se rendre compte que certes j'ai mon expérience, j'ai des choses qui ont marché pour moi, mais ça veut pas dire que ça va marcher pour d'autres et ça peut être cool d'avoir différentes perspectives. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs à apprendre, quoi. Je pense qu'inévitablement il y a un moment où on bossera ensemble, où je prendrai du coaching avec toi parce que mine de rien on discute quand même pas mal, puis j'ai vu pas mal de tes lives, de tes enseignements et tout, mais je pense que je peux quand même être assez étonné de ce que tu proposes en termes de programmation, de choses comme ça, parce qu'au final j'ai jamais vu concrètement à quoi ça ressemble et j'aimerais bien, je serais assez curieux de voir ce que ça donne. Et après,
j'ai réfléchi un petit peu un moment à me dire, je voyais que Ulrich, justement, Ulrich Onhens, ouvrait des places en coaching en handstand. Je me dis peut-être qu'un jour, j'irai voir ça avec lui, mais à un moment où je serai prêt à me plier à ses exigences, c'est-à-dire être prêt à bosser 2 heures par jour, 7 jours par semaine, et à vraiment être dans un mood tryhard hyper violent, quoi. Mais ouais, voilà, pour l'instant, j'ai pas forcément beaucoup de noms hyper précis en tête des personnes où je me dis, ah ouais, il faut absolument que je travaille avec cette personne et tout. Mais je pense que ça viendra à mesure que je m'intéresserai de plus en plus à ça. Parce que pour l'instant, voilà, j'étais moins dans cette casquette de coach, de transmission de connaissances, plus juste en mode, bah voilà, moi je regarde des contenus en ligne, j'essaie d'apprendre à droite à gauche. Et maintenant que j'essaie un peu que je change un petit peu les places, que je me retrouve de l'autre côté de la caméra, bah, je commence à comprendre l'intérêt de ça et à m'intéresser un petit peu plus à l'aspect coaching, quoi. Bah ouais, c'est cool. En tout cas, j'ai toujours bien kiffé la dynamique dans laquelle tu es. Et, euh, et du coup, bah, pour te partager un petit peu, c'est vrai que personnellement, moi, j'ai toujours voulu me faire coacher par plein de gars en équilibre sur les mains. C'était vraiment ma grosse priorité ces derniers temps. Et maintenant, du coup, que j'ai la chance de pouvoir m'entraîner au cirque, je perds vraiment l'intérêt de vouloir faire ça parce que j'ai l'impression que ce sera dans tous les cas moins optimal parce que j'ai le meilleur accompagnement qui puisse être, d'avoir quelqu'un en présentiel plusieurs fois par semaine qui te coach. Pour moi, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. Ouais, Et du ouais. coup, pareil, Ulrich, j'ai beaucoup voulu me faire coacher par lui. J'ai déjà beaucoup échangé avec lui, mais bon, c'était quand je sortais des études et au niveau tarif, c'était tout simplement impossible. Mm. Je t'avais déjà dit, du coup, Elia Flexibility Guy, c'est un gars que j'aimerais vraiment bosser avec pour voir un petit peu à quel point il est intense, de voir comment est-ce il met en place tous ses exercices, etc. Mm. Et après, en calisthénie, ça m'intéresserait quand même de me faire coacher aussi par... Bon, Tenix, c'est quand même l'enceinte la plus... J'ai l'impression la plus... Je dirais pas que c'est la plus connue, mais j'ai beaucoup entendu parler en bien de. Tu vois qui c'est, hein? Ouais, et je savais pas qu'il faisait du coaching aussi. Moi, je savais que c'était voilà, la powerhouse sur YouTube Ouais, voilà. Mais de calisthénie. je Mais... parle pas de... Parce que pour moi, il y a Stenix, il y a Tenix, en termes Ah, de nom, je sais pas exactement, mais c'est moi, je pense pas... à Tenix Chris Heria, quoi, Non, non, les non, non, Américains, c'est là. pas eux, c'est pas eux. Ok. C'est Tenix. Je sais pas exactement. Bah, tu sais quoi, je vais checker en live parce que c'est quand même intéressant d'avoir les noms exacts. Mais du coup, ils sont plusieurs, hein, ils sont plusieurs, je pense qu'ils sont trois quatre. Ok. Et attends, parce que si je parle et que je fais quelque chose d'autre en même temps, je vais prendre 10 ans. Ouais, voilà, c'est donc Tenix, T-H-E-N-I-C-S tiré du bas official. Ok. Et en fait, je Ah, je sais connaissais pas qu'eux, ça. ils coachent pas mal de personnes et ils ont l'air de faire du bon boulot. Et récemment, je me faisais coacher par Alexandre, là, 012 Workout, qui est Ouais. un pote et un coach incroyable qui, lui, s'est fait beaucoup coacher par eux. Et du coup, c'est vrai que même dans son approche, tu vois, moi, j'ai tiré des choses et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, pareil, juste pour voir un petit peu, je sais que moi, de par mon histoire, par exemple, j'inclus très peu d'exercices de musculation, des trucs d'isolation, etc. Et c'est des choses que j'ai retrouvées Mm. dans le programme d'Alexandre et Ouais. qui ont résonné, tu vois. J'étais là, mais oui, évidemment que c'est intéressant d'inclure ce genre de choses. Et c'est des choses que je fais un peu plus maintenant aussi dans mes accompagnements. Mm. Donc c'est cool. Et parfois, je pense qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir faire la part des choses. Et tu sais, souvent, c'est des trucs que j'apprends et je suis plus en mode, mais oui, évidemment, comment c'est possible que je le sais et je l'applique pas, tu vois, ou je m'en rends pas compte. Ouais, mais ça c'est tout le temps, hein. C'est fou à quel point. Enfin, je pense que ça arrive absolument à tout le monde, même au meilleur et tout le temps, quoi. Il y a plein de trucs où tu sais en théorie que c'est ça qu'il faut faire. Puis après, tu regardes et. Moi, je me fais pas coacher, mais du coup, des fois, juste je regarde 8 mois après mon carnet d'entraînement, je fais bah. Je savais très bien ça à l'époque, pourquoi j'ai fait ça, c'est complètement con. Ouais. Et tu peux pas t'en empêcher parce que c'est toi, quoi. T'as pas le recul qu'il faut. Mm. Bon, et pour terminer, du coup, par rapport à la calisthénie, comment est-ce que tu t'entraînes en ce moment et c'est quoi tes objectifs concrètement? Ouais. Mon entraînement en ce moment, du coup, je suis en 3 fois par semaine. Donc sur mes entraînements de calisthénie, c'est que de la calisthénie, que du haut du corps. Et je fais en séparé 1 ou 2 séances de squat par semaine aussi pour le bas du corps. Du coup, sur le haut du corps, en ce moment, je fais un truc
bête et méchant qui marche plutôt bien. C'est des chin-ups aux anneaux avec des pike push-ups. J'aime beaucoup travailler en paire, moi. Je trouve que ça fait gagner du temps. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais 4 séries de l'un, 4 séries de l'autre. Je les mets en paire. Et après, ensuite, un petit peu de travail plus. Sur ces trucs-là, je travaille sur des ranges en gros entre 5 et 10 répétitions, quoi. On est sur un petit peu un mix force-hypertrophie. Et après, en général, je fais un petit peu d'exo plus orienté hypertrophie. Donc en ce moment, c'est des pompes aux anneaux et du tirage aux anneaux classique. Je vais chercher un petit peu plus de répétitions, un petit peu plus proche de l'échec. Voilà, un petit peu plus en mode conditionnement hypertrophie, on va dire. Et du coup, je fais ça 3 fois par semaine, 3 fois le même entraînement en ce moment. Je fais vraiment du bête et méchant, vraiment pas très compliqué. Et en début de séance aussi un petit peu de travail sur le back lever aussi, qui est un truc que je bosse depuis une éternité, où je sais pas si je suis juste pas du tout doué pour toujours pas l'avoir full, ou si le fait d'être grand joue beaucoup là-dedans ou quoi, j'en sais rien, mais voilà, je travaille toujours mon back lever en parallèle. Donc c'est, je pense, le programme le plus simple que je suis depuis que j'ai commencé, depuis 2 ans, ce que je suis en train de faire en ce moment. Et en fait, je vais faire encore plus simple d'ailleurs pour mon prochain cycle. Donc en fait, plus le temps passe en calisthénie, plus je simplifie. Et je me suis rendu compte que pendant l'hiver, j'ai essayé pas mal de faire du lesté assez lourd, du 5 reps, même parfois du 3 reps. Voilà, 2 fois par semaine, du lesté lourd sur des tractions, sur des dips, des choses comme ça, parce que j'étais là en mode ouais, il faut vraiment là que je prenne de la force brute et tout. Et ça n'a pas trop marché. J'ai un peu augmenté mon dips de 10-15 kg pendant l'hiver, mais ma traction elle a quasiment pas bougé. Et du coup, j'ai un peu pris une claque au printemps en mode oh bah putain, j'ai complètement raté mon hiver, j'ai pas gagné beaucoup en force, j'ai quasiment pas gagné en hypertrophie non plus. Et du coup, là, mon approche, ce que je vais tester et qui je pense me convient mieux, ça va être d'aller beaucoup plus sur du volume, plus de fréquence. C'est ce que je vais essayer de faire pendant cet hiver. Donc, on va garder des exos bêtes et méchants, ça va être des pike push-up, des tractions lestées, des dips. Et juste, ça va être 3 fois par semaine. Je pense que je vais faire du full body 3 fois par semaine. 4 fois 8 reps. On leste et on augmente en progression linéaire ultra bête et méchant pour pouvoir continuer de faire du 4 fois 8 reps. Et on va voir comment ça se passe, quoi. J'ai une approche qui est très bête et méchante de la calisthénie. Assez peu de travail des skills et tout. Parce qu'on va dire les skills vraiment de base, L-sit, handstand, tout ça, bah, en gros, c'est bon, je les ai eus. Je les ai eus assez vite. Et en fait, après, je trouve que le gap vers les autres skills est très très haut. Notamment tout ce qui est les skills de levier. Bah, rien que le back lever, j'entends tout le monde dire ouais, c'est un skill de débutant et tout. Moi, j'en galère avec le back lever depuis 1 an et demi. Front lever, pareil, je trouve ça très inaccessible pour l'instant. Planche, je n'en parle même pas. Je pense que je la bosserai jamais. Donc voilà, je pense que je suis un petit peu différente de pas mal de pratiquants de calisthénie là-dessus, dans la mesure où je suis plus trop attiré par les skills, notamment par les leviers, qui me semblent un peu lointains et qui, je pense, auront plus de frustration qu'autre chose si je me mets à les bosser aujourd'hui de manière spécifique. Donc voilà, un entraînement très, très centré sur les basiques. Si je devais vraiment avoir des objectifs à moyen long terme, c'est plutôt de la force un peu classique. Donc ça va être des handstand push-up et j'aimerais bien avoir une traction à une main quand même un jour. Parce que j'ai quand même commencé par l'escalade, donc s'il faut bien que j'ai un truc, c'est quand même la traction à une main. Donc voilà quoi, c'est une approche assez simple, je pense. Bah, moi je trouve, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce que tu racontes, où c'est vrai que les approches bêtes et méchantes, au final, c'est ce qui marche le mieux, en tout cas pour la majorité des débutants, même des intermédiaires. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui marque, où au début, on a l'impression qu'on découvre la calisthénie, on découvre une nouvelle discipline avec plein d'exos. Au final, c'est quand même un domaine qui est assez vaste entre le freestyle, le set and rep, le street lifting, les skills. Enfin, il y a plein de choses à travailler. Et du coup, maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, tu vois des exos, mais alors des milliers d'exos, des trucs tordus et tout. Et souvent, on se dit, putain, c'est un truc hyper compliqué. Qu'est-ce que je vais mettre comme exercice ? Il faut pas que j'oublie lui. Et puis en fait, moi, plus j'avance et plus je reviens à des trucs, même dans ma pratique personnelle, à des trucs très basiques. Et voilà, je suis assez d'accord par rapport à ça. Et je voudrais surtout rebondir par rapport à un truc où c'est vrai que les skills, moi j'ai été très focus là-dessus quand j'ai commencé, sur la planche, surtout sur la planche. Et en fait, j'ai l'impression que je m'en écarte un peu. J'ai quand même envie de remasteriser ce truc, de vraiment l'avoir hyper clean. Je l'ai jamais eu très très clean, mais c'est quand même un truc que j'ai envie d'avoir. Mais j'ai l'impression que ça demande tellement, d'implication évidemment, mais de sacrifice. Parce que ça doit être ta priorité. Du coup, tu as une pratique qui est quand même un peu moins globale, fonctionnelle. Et je prends un exemple où, par exemple, au niveau de la planche, là, j'ai arrêté, je pense, pendant 3 semaines parce que j'avais repris, où justement, je commençais à récupérer une forme, une bas de forme, mais à pouvoir tenir le mouvement.
Et pendant, je pense, pendant 3 semaines, j'ai repris un petit peu le squat parce que j'allais à l'entraînement, j'avais envie de squatter, du coup j'ai repris le squat. Et le combo reprise de squat plus pas de planche pendant 3 semaines, pas plus tard qu'hier, j'ai réessayé des planches en parc de street parce que j'étais avec un gars. Et c'était catastrophique, quoi. Et c'est frustrant, c'est chiant. Et c'est pour ça, maintenant, en tout cas, plus j'avance et plus, après c'est personnel, mais plus j'ai une vision un peu plus holistique de l'entraînement, où j'ai de plus en plus envie d'être complet plutôt que de savoir tenir des full planches 5 secondes. Et, Ouais. et voilà, en tout cas, au niveau des skills, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'implication. Et c'est hyper injuste, je trouve, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont de facilité sur des mouvements comme ça. Et du coup, on en revient à la souplesse, tu vois, des gens qui masterisent ça en 6 mois, 1 an. Ils vont dire, bon, ben voilà mon tutoriel planche. Et ils vont te dire un truc qui va à l'encontre de ce que la majorité des gens sont censés faire. Ouais. Donc il y a aussi ce truc là, moi, qui m'énerve un peu. Et voilà, je pousse un peu mon coup de gueule du moment parce que en ce moment je suis dans un mood comme ça, mais voilà, je suis assez d'accord avec ça, quoi. Non, mais ouais, je partage ce que tu dis, surtout sur la planche, hein, qui est. Enfin, c'est tellement une bête un petit peu à part, parce que, ouais, comme tu le dis, il y a un côté hyper frustrant où il faut vraiment y passer, j'ai l'impression, un temps absolument fou. Et là où l'équilibre, perso, sur tout ce qui est handstand, moi je trouve du plaisir juste dans le fait de tryhard, même si je progresse pas. Je sais qu'en calisthénie, quand je progresse pas sur un truc et que je mets des efforts, par contre, ça a plus tendance à me saouler et je vais moins le garder longtemps. Donc, effectivement, quand je vois des gens qui pour avoir leur planche, mettent 3-4 ans. Surtout, tu vois, il y a un gars que je suis pas mal sur YouTube, c'est une toute petite chaîne, hein. C'est un gars, il a 1000 abonnés, c'est un américain, et juste, en fait, tous les jours, il met un vlog d'entraînement de sa séance du jour, et il bosse la planche depuis 2 ans. Le gars, il a une force relative de fou furieux, il est monstrueux en handstand push-up, il est plutôt petit, je pense qu'il doit faire 1m65 ou 1m70, donc a priori, tu vois, plutôt cool pour faire de la planche, des trucs comme ça. Il a l'air de s'entraîner vraiment bien et tout, et bah le gars, ça fait 2 ans qu'il est sur sa planche, il a progressé un peu, mais voilà, il est passé d'une straddle planche moche à une full planche moche en 2 ans. Et quand je vois en fait le niveau d'investissement qu'un gars qui pourtant de base part plutôt bien pour le truc, est plutôt fort, plutôt sec, a plutôt les bons leviers, les bonnes proportions et tout, quand je vois que ce gars-là même voilà, met autant de temps que ça, moi je me dis, c'est pour ça qu'en fait maintenant je suis même plus dans le truc, je me dis bah en vrai je fais 1m92, je suis pas particulièrement fort ou quoi, je pense qu'il y a juste aucune chance que j'ai la planche un jour, je me prends même pas la tête dessus et je vais juste pas la bosser, quoi. Puis comme tu dis, on voit tellement de trucs en plus sur les réseaux, aujourd'hui la full planche, tu vois, sur les réseaux c'est devenu genre c'est supposément basique, tu vois tellement de trucs fous sur les réseaux des mecs super forts et pour qui la full planche c'est vraiment, tu vois, un truc complètement basique pour eux, c'est la position de repos avant de faire 15 presses ou avant de faire 15 planches push-up, tu vois, que je trouve ça hyper démotivant, genre je sais pas pourquoi je trouve ça différent de l'équilibre, je sais pas exactement mettre le doigt pourquoi, mais je trouve qu'il y a un côté assez démotivant avec les skills. Ouais, peut-être ça a l'air tellement frustrant que pareil, j'ai essayé un petit peu avec le back lever, c'est hyper accessible comparé à la planche, mais voilà, rien que ça, j'ai vu le niveau d'effort que ça donne, donc je me dis en vrai, je vais pas trop me prendre la tête là-dessus. Bah, tu prends pour moi deux exemples de coachs qu'on connaît tous les deux. Donc je vais prendre Alexandre 012 Workout et Simon Amto. Je sais pas, j'espère que j'écorche pas son nom de famille. Où pour moi, ils travaillent tous les deux la planche en tant que skill principal, ou en tout cas, c'est une de leurs priorités. Si je raconte pas de conneries, excuse-moi Simon si tu nous écoutes et que je raconte des conneries, mais j'ai l'impression que Simon en ce moment travaille très peu les jambes parce que il me semble qu'il a un passé où il a fait beaucoup d'haltérophilie, du coup il n'est pas du tout disproportionné, mais pour le moment, et c'est compréhensible, il est focus plutôt sur planche HSPU. Mais on voit que Simon, c'est un coach qui s'entraîne extrêmement bien, je pense, qui est très méthodique, etc., qui a la planche en tant qu'objectif principal. Ça fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans qu'il travaille sa planche. On voit l'évolution de ses progrès sur les réseaux, mais c'est une évolution qui est extrêmement lente. Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais deuxième exemple, Alexandre, qui pareil travaille sa planche depuis des années en tant que skill principal, qui lui reste très complet parce qu'il a un énorme squat, il a des jambonneaux énormes, des fesses énormes, et le mec, je sais pas, je pense qu'il doit avoir max 5 secondes de straddle clean, tu vois, alors qu'il la travaille constamment, alors que le mec est coach, le mec s'est fait coacher par la crème de la crème, et il y a vraiment pas mal de mecs chez qui il est passé. Donc vraiment, il y a aussi une question de
de génétique et de facilité chez ceux qui réussissent ces trucs-là facilement. Ou quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est une interview, alors je sais plus quand, comment, mais il y a eu en France un champion de street workout. Tu vas sûrement me dire son nom. Ouais, voilà. Johan Bouganeb, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Ouais. Le mec, il te dit dans son interview qu'en gros, il a développé ça rapidement, que lui, en plus, il mange au quick, qu'il s'en... Enfin, tu vois, il y a vraiment une forme d'injustice dans cette discipline qui est pourtant incroyable. Ouais. Moi, je la kiffe. Mais voilà, l'injustice, elle est trop grande par rapport à la progression. Et ce qui me dérange, c'est que du coup, il y a plein de gens qui s'autoproclament coach et qui ont même plein de gens en accompagnement, etc. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec toutes ces méthodes-là, quoi. Ah ouais, moi, je suis 200% d'accord. Et c'est un truc que disait, je sais pas si tu vois qui c'est, Alexander Bromley, c'est un coach de strongman et de powerlifting, lui, américain. Et en gros, il dit tout le temps, vous fiez pas aux gens qui sont les meilleurs pour ce qui est de leur qualité en termes de coach. Souvent, une personne qui est hyper bonne dès le début sera un moins bon coach qu'une personne qui est médiocre, mais qui a travaillé comme un malade pour devenir potable. Tu vois. Donc il dit vraiment, c'est que ce qu'on voit, voilà, faut pas du tout se baser sur la performance des coachs, leur performance dans l'absolu pour voir si ce sera des bons coachs derrière. Et je pense que le street workout, c'est tellement vrai, parce qu'effectivement, en fait, il y a plein de gens qui ont des full planches en 3 à 6 mois, tu sais pas d'où ça sort, mais à Sangwan, comme tu disais, je crois que le gars, il disait au bout de 2 ans, il avait tout full planche, front lever et tout. Au bout de 4 ans de street, il est devenu champion du monde. C'est complètement hallucinant, tu vois. Enfin, c'est vraiment des anomalies absolument folles. Et du coup, tu vois, je sais pas comment il est. Si ça se trouve, en vrai, il est hyper smart, hyper bon coach et tout. Mais c'est vrai que, vu comme ça, moi, ça me fait pas me dire que ce sera un bon coach, parce que je suis en mode, mais ce gars n'a aucune idée de ce que nous autres 99% des gens qui sont pas qui n'avons pas un don de la nature pouvons vivre, et de la manière dont on va progresser, quoi. Bah, moi, je vais absolument pas citer de nom, parce que le but voilà, même de interview, vidéo, peu importe, moi, je veux absolument pas descendre les gens. C'est plus pour mettre en lumière ce truc-là, où j'ai eu un gars en coaching qui travaillait sa planche. Il avait une tuck planche basique, même la tuck planche était compliquée. Il faisait déjà des fulls en assistance, alors que la tuck planche, qui est la première étape, n'était pas maîtrisée. Et en plus de ça, je pense qu'il faisait des combos ou des supersets entre des isométriques planches plus des HSPE pour se démonter les épaules, puis sans repos tu reprenais des variantes isométriques et t'enchaînais ça jusqu'au moment où tu tombes par terre, quoi. Et je me disais, mais c'est vraiment un coach qui t'a demandé de faire ça alors que tu tiens pas une tuck planche? Et vraiment, là, je me suis dit, ah ouais, franchement, là, c'est abusé, quoi. Parce que le mec, il va terminer par se blesser. C'est même pas la chance, c'est même pas un pourcentage, c'est sûr, tu vois. Ouais, bah, c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que ça rémunère pas, surtout pour le coaching, quoi. Ça rémunère pas est-ce que t'es un bon coach, ça rémunère est-ce que t'es un mec qui fait des trucs impressionnants sur Insta, et c'est ça qui t'amène ton marketing, quoi. Mais ouais, c'est un autre c'est encore un autre sujet, je pense, mais ouais, ça a l'air très 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 injuste comme milieu, surtout l'aspect skills en calisthénie, et c'est pour ça que pour l'instant je mets même pas trop vraiment le pied dedans, parce que ça a l'air trop injuste. Ouais. Après, c'est vaste, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui voient pas exactement ce que c'est la calisthénie au final, parce que moi j'ai pas mal de personnes au téléphone qui me disent, ouais, mais j'aimerais bien m'y mettre, mais pour le moment, tout ce que je fais chez moi, c'est un peu... Il me dit, je fais pas de calisthénie, mais je fais des tractions, je fais des pompes, je fais des dips, etc. Et du coup, même parfois, j'ai l'impression que c'est mal perçu ce que c'est, parce qu'au final, pour moi, la calisthénie, c'est ça, la base, c'est renforcement au poids du corps. Après, oui, tu as des figures où tu as certains aspects, comme je disais, le freestyle, etc., à les maîtriser, mais en soi, voilà, calisthénie, c'est renforcement au poids du corps, et je trouve vraiment cette approche et cette discipline... incroyable et hyper fonctionnel pour tout être humain, quoi. Ouais, je suis d'accord, il y a un peu je pense qu'au-delà, on a des problèmes de nommage autour du sport, hein, dans la mesure où personne n'est vraiment d'accord, même dans la communauté française, sur qu'est-ce que c'est la calisthénie, qu'est-ce que c'est le street workout, est-ce qu'il y a des différences entre les deux, qu'est-ce que c'est le statique et tout. Mais ouais, je pense que les gens associent calisthénie au skill plutôt qu'aux tractions, aux pompes et tout, qui pourtant sont le fondement de tout, parce que c'est pas ça qu'on voit sur les réseaux aussi, quoi. C'est vachement moins impressionnant de voir un mec faire des tractions et des pompes que de voir un mec supersetter une full planche, une planche press into un front lever touch,
Ouais. Je pense que le facteur de ce qu'on en voit sur les réseaux biaise pas mal la vision qu'en ont les gens, quoi. Mm. Ouais, carrément. J'ai une anecdote pareille d'hier. J'étais en train de m'entraîner avec un mec qui était en coaching justement hier et qui me disait, enfin où on parlait en tout cas de la force en false grip et il me demandait mais comment ça se fait que tu es aussi bon en false grip ou c'est moi qui lui disais, enfin bref, je sais plus. Et en vrai, je réfléchissais et c'est vrai que je me dis mais en fait, je pense que la seule réponse c'est que ça fait 10 ans que je fais des tractions presque 3 fois par semaine dans mes séances, que je fais du lesté et que je me suis jamais habitué à faire du curl poignet ou ce genre de truc pour avoir des avant-bras de ouf, tu vois. Mm. Donc, ouais, ça en revient à ce qu'on disait au début. Je pense que vraiment, rester au basique, surcharge, commencer le lesté progressivement. Et franchement, c'est pour moi les fondamentaux de la calisthénie, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, le problème, c'est qu'il y a un biais de sélection aussi, qui est que les gens qui deviennent les meilleurs du monde, en fait, c'est des gens qui ont pas forcément fait ça. Tu vois, il y en a plein, ils savaient à peine faire quelques pompes, quelques dips, ils ont commencé à bosser leur planche. Et c'est le 0,01% pour qui, en fait, ça va marcher. Et tu vois, t'en vois plein sur YouTube, les vidéos de calisthenics, My 2 Year Progress, Full Planche in 6 months, tu vois, toutes ces vidéos inspirantes. Mais en fait, tu vois que c'est des gens qui ont vraiment fait ça, qui ont fait une approche où tu te dirais, mais c'est débile, ça va jamais marcher. Le gars, il sait pas faire 3 dips, qu'est-ce qu'il travaille sa planche? Et ça finit par marcher pour eux. Et du coup, bah, un peu, voilà, derrière, il y a cet effet, ce biais de sélection de dire, bah si, regarde, il y a des gens, ils deviennent monstrueux, et pourtant, ils ont pas fait ce que tu me dis, donc je vais faire comme ils le font, alors que c'est le 0,01%, et ça, on s'en rend pas forcément compte, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse part d'éducation parce que même moi, j'ai été tellement inspiré par ce genre de vidéos. Il y a des vidéos, comme tu dis, planche progression en 6 mois. Je les ai tellement regardées, tu vois, tellement regardées. Et du coup, j'arrive à la fin des 6 mois et je me dis, mais. Enfin, je suis même pas passé j'ai même pas fait Pourquoi un j'ai pas quart ma de tuck ce qu'il a planche, fait, moi tu vois. Et du coup, c'est démotivant. Et puis tu regardes une autre, tu te dis, bon, allez, vas-y, maintenant je me lance dans ça. Et c'est chiant, et c'est vraiment le gros truc que j'aime pas avec les réseaux, c'est que, et c'est compréhensible, mais tu vois, il faut du clic, il faut de la visibilité, et en fait, on va tout faire enfin, pour moi, c'est des titres mensongers, et c'est motivant, mais c'est tellement dommage, parce que c'est pas ce qu'il faut partager, c'est pas ce que les gens qui ont envie de s'impliquer ont besoin d'entendre, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'est pas complètement tout noir non plus, dans la mesure où des contenus beaucoup plus. Enfin, tu vois, ça marche quand même aussi de faire des contenus beaucoup plus réalistes. Et voilà, t'as des chaînes de. Tu vois, les grosses chaînes, les fitness FAQs, même les Tom Merrick, enfin, un peu tous les gens dans ce milieu-là et dans le milieu de la muscu en général, font aussi pour beaucoup des vidéos vachement plus réalistes où ils disent attendez, comprenez bien que ça, c'est l'élite, etc. Ce sera pas tout le monde, mais c'est vrai que généralement, c'est pas ça la vidéo qui va buzzer, faire 15 millions de vues. Ça va plutôt être le planche en 6 mois. Et ouais, je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça, mais effectivement, malheureusement, c'est quelque chose qui a tendance à très très bien marcher, quoi. Ouais, carrément. Bon, bah écoute, mec, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Putain, c'est passé plus d'une heure et demie, Ouais. c'est passé vite. C'est vrai que j'avais pas forcément peur de tomber à court d'idées avec toi. Je pense qu'on a à peu près bien abordé. Enfin, en tout cas, perso, j'avais vite fait préparer 2-3 points que je voulais aborder avec toi. En tout cas, tout a été abordé. Je sais pas si toi, tu avais d'autres choses que dont tu voulais parler avant de clôturer ça. Non, pas spécialement, en vrai. On a brossé un peu le tableau. Handstand, souplesse, calisthénie, entraînement croisé. Je pense que c'était l'essentiel du sujet. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que grâce à ma méga chaîne YouTube connue, je vais partager ton Insta en commentaire et tu vas avoir un énorme boom de followers. Mais quand même, pour tous ceux qui veulent aller checker, je mettrai aussi du coup ta chaîne YouTube parce que. Ouais. Parce que je suis plus. Ouais, enfin, je suis pas plus actif, mais je suis plus engagé, on va dire, sur YouTube même que sur Insta. Perso, c'est un réseau qui me parle un petit peu plus. Donc ouais, c'est là où je vais focaliser la majorité de mes efforts, quoi, sur YouTube. Ok, bah écoute, je partagerai tout ça en commentaire. Et puis, impeccable. Je pense qu'on est good, hein. Bah écoute, très bien. Moi, j'ai
un entretien, mais cette fois un entretien d'embauche dans 1 heure, donc je vais pas tarder à aller, à aller manger et me préparer, mais c'était super cool de discuter de tout ça avec toi. Ouais. Je pense qu'on pourrait discuter de ça et de plein d'autres trucs pendant des heures, mais pour une autre fois peut-être. Yes. Bah écoute, c'était un plaisir. Tous ceux qui nous regardent, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas exactement où ce que vous en êtes. Et à bientôt les gars. Ciao. Ciao.